Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Assume Podcast. Donc moi c'est OS, Orange Sanguine, et puis aujourd'hui on va faire quelques petits débats sur des sujets divers et variés qu'on vous énumérera un petit peu plus tard. Et je suis en compagnie de Gbaka. Salut. KXL. Bonjour. Et Styles WWE. Encore et toujours là. Troisième de suite. Donc Gbaka, c'est toi le maître de cérémonie, donc je vais te laisser. Ouais, je prends le relais, ça marche. Donc c'était pour revenir sur des discussions qu'on avait eues à l'écrit et qu'on n'avait pas forcément terminées sur le faux. Donc on va démarrer sur un petit débat autour de la place du dosage sport-spectacle dans le catch. Donc plutôt, évidemment, c'est ce que j'avais mis en précision, sans doute plutôt le catch mainstream, vu qu'aucun de nous ne regarde de l'indé vraiment ultra indé, quoi, il me semble. Donc globalement, ce qu'on avait dit, sans rentrer trop dans les détails, donc il y a certains, notamment donc du coup Styles, qui défendaient un côté plus sport, et si je me souviens bien, toi KXL, t'étais alors pas forcément à fond spectacle, mais plus mesuré, il me semble. Hein. Ouais, on peut dire ça. Et moi, je défendais plus le côté aller encore plus loin à la limite, alors sans que ça devienne non plus complètement ridicule, vu que j'ai abandonné la WWE et ses segments trop bêtes parfois. Mais j'étais plutôt d'un parti pris plus spectacle. Et du coup, je vais laisser. Lequel d'entre vous veut démarrer tout simplement donner son avis, expliquer pourquoi il préférerait ou qu'il y ait plus de l'un ou plus de l'autre. Après peut-être Gbaka, il faudra peut-être définir qu'on soit tous déjà d'accord sur le principe même de spectacle. Par exemple, je vais vous donner un exemple, un tag team match où il y aurait des cabrioles, est-ce que vous classifieriez ça dans le spectacle ou dans le sport par exemple, c'est un exemple comme un autre, mais est-ce que par exemple le puro, est-ce qu'on peut mettre ça dans le sport? Enfin, déjà essayer de définir ensemble. Ouais, pour qu'on voit sur quoi, ouais, c'est pas forcément bête. Puis, mais pareil, du coup, c'est pareil par rapport au kayfabe, etc. Est-ce que vous êtes plutôt pour, donc, en allant dans le sens du spectacle, c'est plutôt plus de kayfabe, du coup, et dans le sens du sport, plutôt moins par rapport au personnage et tout, parce que ça fait partie aussi d'un tout. Et après, est-ce que ce que tu dis, du coup, parce que ça c'est pareil pour moi, les prises acrobatiques et tout, ça fait quand même partie, même si c'est pas forcément réaliste, ça fait quand même partie du côté sport en fait, hein, même si ça peut être des prises plus ou moins spectaculaires. Oui, tout ce qui est in ring, de toute façon, ça fait partie du sport, je pense. Voilà, c'est Après, ça. Pour moi aussi. En fait, si tu dérives plus, ouais, non, vas-y, je te laisse. Ok, merci. En fait, tout ce qui fait partie d'une ring, pour moi, c'est plutôt à mettre du côté du sport. Je pense qu'on parle surtout, d'un produit qui est plus axé sur en dehors du ring, ou d'un produit qui est plus axé sur le in-ring. Et après, il y a plein de styles de in-ring différents, plus réalistes ou moins réalistes. Mais je pense que ça c'est un autre débat, le style de catch en fait. Alors, moi, je pense que c'est le même débat en fait. Le in-ring, en fait, il y a quand même une frontière entre avoir un style comment on va dire très esthétique, mais qui reste crédible, même dans la chorégraphie, qui reste crédible. On se dit pas, d'accord, le gars il fait du cirque, il fait des cabrioles pour rien. En fait, faire de l'esthétique pour de l'esthétique, c'est faire du spectacle dans le ring. Mais bien que le sport soit lui-même un spectacle par essence, mais il y a la partie surtout dans le catch mainstream où tu vas mettre tes mises en scène, tu fais tes segments, tes promos, où tu vas pouvoir mettre plus de choses qui seraient un peu plus du cinéma, comme ce qu'ils font avec Bray Wyatt
en ce moment, ou alors justement dans le ring, c'est-à-dire que quand tu te mets à faire des trucs qui ont pas spécialement de sens, qui ne sont pas spécialement réalistes, là tu tombes dans le spectacle et vraiment dans l'entertainment pur. Voilà. Tu quittes un petit peu la perspective du sport. Ouais, pour tout ce qui serait plutôt du côté du Spotfest ou ce genre de match à la limite. Effectivement, on peut voir ça comme ça. Alors après, je sais pas de quoi vous préférez parler en premier. On va peut-être, on reparlera du coup, je pense, de tout ce qui est in-ring, même si effectivement on peut considérer que ça va avec. Mais moi, j'avais un contre-exemple tout de suite en fait. On en parlait la dernière fois, je crois, dans le dernier podcast ou après, je sais plus, par rapport à la Lucha Underground en fait, qui était à la limite clairement du côté spectacle en fait, parce que tout ça se passait entre guillemets dans un univers parallèle en fait. Et alors après, je sais pas je sais pas si t'as regardé ou si tu aurais apprécié ça du coup, Styles, je pense pas. Mais les matchs étaient spectaculaires, mais pas forcément. Alors après, c'était plutôt du style lucha libre, mais voilà, c'est pareil quand on l'accepte. C'était entre guillemets réaliste dans le monde qui nous était proposé, quoi. Et voilà, c'est pour dire que la frontière, des fois, ça peut être un peu plus flou par rapport si on inclut le in-ring aussi, quoi, parce que le problème viendrait plutôt, là, à mon sens, d'un souci d'intensité, en fait. Même si, effectivement, on se doute bien que les mecs, pour se préparer, des fois, oui, bah, si c'était vraiment du combat, ils attendraient pas là, mais bon, ça fait partie, pour moi, ça fait partie des règles un peu du catch. Mais du coup, je sais pas, vous voulez ouais, on va démarrer sur tout ce qui est gimmick, peut-être, qu'est-ce que vous préférez? Ouais, si tu veux. Si tu veux. Après ce débat, je trouve qu'on l'a quand même vachement survolé, quoi, parce que. Ah oui, non, mais on n'a pas fini là. Mais non, mais d'accord, ok. On a commencé. Ok, ouais. Oui. Bah ouais, si tu veux parler de gimmick, alors est-ce qu'on doit établir une frontière comme souvent tu le disais avec les réseaux sociaux et le monde actuel et puis après dériver sur même comme on a déjà eu dans des précédents podcasts avec le rôle de la gimmick, quelle place lui donner dans un personnage et tout, comme par exemple au Puro, il y en a pas énormément, enfin on en parlera un peu plus tard. Donc ouais, on va démarrer là-dessus. Donc ouais, sur, Styles, du coup, toi, donc ton point de vue, je vais te laisser développer. Ce serait qu'il faudrait donc par rapport aux catcheurs et tout, abandonner les personnages un peu extravagants, vu que tout le monde sait plus ou moins que effectivement c'est scénarisé, etc. Et que à l'heure des réseaux sociaux, c'est compliqué de faire entre guillemets, de garder un peu le mystère. C'est ça? Et exactement. Aujourd'hui, tu peux plus protéger le kayfabe, c'est pas possible. Tu sais très bien que par exemple AJ Styles, il s'appelle Allen Jones. Tu sais qui c'est, tu sais qu'il a 4 enfants, qui a sa femme qui est blonde. Tu sais toute sa vie. En fait, tu sais toute la vie de tout le monde. Tu sais ce qu'ils font en dehors de la sphère du catch. Tu les vois maintenant se poster des photos de eux en vacances. Tu sais qu'ils sont tous potes entre eux. Là, il y a un bon exemple. Il y a eu la mort tragique de Brody Lee en fin d'année dernière, et donc même dans toutes les fédérations où il y a des gens qu'il a pu côtoyer, il y a eu des témoignages, des hommages, des trucs comme ça. Aujourd'hui, tu peux plus protéger la sphère. La sphère très très privée du catch, tu peux plus faire ce qui se passait avant quand il n'y avait pas internet, que tout le monde n'était pas surconnecté. Regarde, ce qui s'est passé en 75, après le crash d'avion avec plein de stars, Ric Flair, Johnny Valentine, tout ça, où Tim Woods, qui était le seul face qui voyageait dans l'avion au milieu de Hill, en arrivant à l'hôpital, a donné son identité civile et a dit qu'il était promoteur, parce qu'en plus il avait la chance de porter un masque sur le ring.
Et ce jour-là, il a protégé le kayfabe et c'est pour ça que c'est pour beaucoup une énorme légende parce qu'il a protégé le business à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tu saurais que le gars qui était dans l'avion, il a fait c'était tel personnage, qu'il voyageait avec un tel. Tu sais s'ils sont face, s'ils sont heel, s'ils ont un programme ensemble, une rivalité de plus ou moins longue date. Tu peux plus faire en sorte que ça soit un minimum, on va dire, comment dire, que ça paraisse vrai que les mecs ils se battent parce qu'ils sont vraiment pas contents entre eux, tu vois. Aujourd'hui, un catcheur ou un manager ne recevrait pas des menaces de mort. C'est bon, on va parler d'un sujet Jim Cornette, qu'on l'aime ou pas. Euh, il a chez lui, il est fier d'en parler, des menaces de mort qu'il a fait encadrer parce qu'il en est fier, parce qu'il se dit bah j'ai bien fait mon travail et à l'époque les gens y croyaient. Aujourd'hui c'est plus possible. Tu sais très bien que ce qu'il dit c'est de la merde. Voilà, c'est pas vrai. Donc le kayfabe aujourd'hui tu peux plus l'utiliser, donc du coup tu peux plus faire croire que lui il a trahi l'Amérique, il s'est rangé du côté irakien. D'ailleurs, il a dû être mis Sergeant Slaughter à l'époque sous protection policière. Il était suivi H24. C'était très très chaud autour de lui. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, c'est pour ça que se diriger vers une présentation plus crédible, plus sportive, ça serait plutôt logique à mon sens. Ok. KXL, je te laisse peut-être défendre ton point de vue et je rebondirai peut-être après si on n'est pas forcément tout à fait sur la même longueur d'onde, du coup. Ou tu auras... Ouais. Ouais, Oui. vas-y. Dis. Pardon. Non, Ok, vas-y, c'était parce que j'étais pas sûr que tu te lançais, en fait. Ah, ouais. En fait, je pense que c'est pas vraiment exact de se dire que, enfin, il faut plus de sport ou de réalisme parce qu'il y a moins de kayfabe. Le kayfabe, enfin, déjà, le catch, c'est quand même un truc vachement spécial. Il y a aucun autre aucun truc dans le monde où on t'a dit pendant des années qu'il fallait y croire et que c'était vrai et que tout le monde faisait tout pour garder l'illusion et le kayfabe. Et donc c'est un statut vraiment particulier. Et aujourd'hui le kayfabe, enfin aujourd'hui c'est plus comme il y a 40 ans où tout le monde sait que ce qu'ils regardent c'est du divertissement et c'est pas vrai. Et enfin moi je pense que et Lucha Underground tu t'en as parlé tout à l'heure et je pense que c'est un bon exemple parce que c'est une compagnie vraiment qui a créé son propre univers et vraiment tout était gimmické déjà même le public. Même le public était dit gimmické. Bon, ça, c'est pas non plus un truc à reproduire partout, j'imagine. Mais, enfin, voilà, l'endroit où se passaient les shows, c'était gimmické. C'était le temple de Dario Cueto. Et t'avais des personnages. Alors, les personnages, normalement, la plupart, c'était donc des catcheurs qu'on connaît qui venaient se battre dans le temple, comme Rey Mysterio ou Johnny Mundo, même s'il avait un autre nom. Et puis t'en avais d'autres comme Jeff Cobb ou Ricochet. Ricochet, voilà, ils lui ont mis un masque et ils ont dit c'est Prince Puma, alors qu'à côté il catchait sous le nom de Ricochet dans toutes les autres compagnies. Et enfin tout le monde jouait le jeu. Bon, le public c'était un peu obligé, c'est vrai. Mais tout le monde jouait le jeu et puis Ricochet, il avait pas, enfin Prince Puma, il avait pas de compte Twitter, enfin pas que je sache. C'était le compte de Ricochet. Et c'était vraiment un truc à part et ça rejoint un peu le monde de la télé. C'était vraiment une série. En plus, c'était organisé sous forme de saison. Donc c'était vraiment une série où ils faisaient du catch, qui était d'ailleurs vachement produit.
et avec des matchs qui étaient cutés, qui étaient refaits. D'ailleurs, de temps en temps, ça rendait un peu mal. Mais voilà, et donc toutes les autres compagnies, elles sont plutôt dans une situation bâtarde où sur les réseaux sociaux, de temps en temps, les catcheurs ils jouent avec leur gimmick, et de temps en temps, non. Donc, c'est un peu bizarre, et au final, ça fait pas trop de sens. Et en fait, il n'y a pas de séparation, surtout entre la personne et son personnage. Ce qui vient en fait de la traduction du fait que avant ils étaient tout le temps dans leur personnage. Et donc moi je pense que qu'il va y avoir des changements forcément dans le monde du catch, et peut-être qu'on se dirige vers un truc similaire, ou dans certains points avec Lucha Underground, ou des trucs comme ça, mais enfin c'est quand même je pense que pour le catch, pour que le catch il se repopularise, il va falloir qu'il y ait un changement qui aille dans ce sens-là, et peut-être qu'on se rapproche plus du divertissement. Et quand je dis divertissement, ça veut pas dire qu'il faut plus de segments ou des trucs comme ça. Tu peux très bien faire de ton produit un truc super compétitif, super sportif, et avec du shoot style, ou enfin quelque chose de réaliste, tout en le vendant de façon c'est un programme de télévision, quoi. C'est une série. Voilà. Après, pour rebondir à ce que tu disais, je trouve que l'exemple de la Lucha Underground est vachement intéressant. C'est que au final, pour y repenser, on l'a suivi pendant 4-5 ans, enfin elle a duré 4 saisons, mais bon, ça s'est étalé sur un petit peu plus que ça, puisque les saisons n'étaient pas année après année. Il y a quelque chose que je trouve vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, quand on y repense un peu, Prince Puma, ils nous l'ont tellement bien créé, tellement bien vendu entre guillemets, que on savait que c'était Ricochet derrière, mais on parlait pas de Ricochet, on parlait de Prince Puma. Matenza, c'était pas Jeff Cobb, même si Jeff Cobb était un petit peu moins connu et était un petit peu. Et en fait, on s'appropriait ce personnage tel qu'il nous était vendu, et Ricochet, on savait que c'était Ricochet, mais on parlait pas de Ricochet, on parlait de Prince Puma. Quand on faisait des news, je te relaisse parler, Wes, mais c'est comme ça que j'allais rebondir. Je suis d'accord avec ça, en fait. Est-ce qu'on n'a pas, du coup, plutôt un problème de caractérisation des catcheurs, donc de personnages, quoi, tout simplement. Parce que comme tu le disais, je vais te laisser continuer là-dessus. C'est vrai que du coup, et comme l'a dit KXL, il y a pas. Alors, c'était traditionnel, mais ça fait. On est tous d'accord que ce soit Styles qui penche vers le côté plus sportif, ou KXL ou moi qui penchons plus vers le côté divertissement. On est tous d'accord pour dire que ça peut pas continuer comme ça, en fait, et que effectivement, pour la popularité du catch, ce serait sans doute bon de changer dans un sens ou dans l'autre. Là, on n'est pas des prophètes. Mais parce que quand on pense à Brad Pitt, comme par exemple, ou n'importe quel acteur, quand tu le vois dans un film, tu dis pas c'est. Alors, il y en a qui se le disent, mais tu dis pas c'est Brad Pitt, tu dis tiens c'est tel personnage. Donc comme tu étais en train de dire justement avec les personnages de la lucha, parce que les personnages étaient forts. Et vas-y, je te laisse. Après, c'était aussi peut-être plus simple, parce que du coup, pour me contredire, c'était plus simple parce qu'ils étaient masqués, et du coup, tu mets moins un visage. Enfin, Prince Puma, tu savais que c'était Ricochet, mais c'est plus simple à le faire passer pour Prince Puma parce qu'il était masqué. Matenza, c'était exactement pareil. Là où au final, d'autres lutteurs qui n'étaient pas masqués, on leur a pas tellement changé leur nom. Tu vois, comme Joey Ryan. Voilà, comme Joey Ryan, par exemple. Ouais. Où c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, après, c'est pareil. Après, quoi que non, j'allais dire Joey Ryan, mais il a récupéré cette gimmick après sur la scène indé et tout, machin. Il a joué avec cette gimmick, et donc du coup, mais je pense que si tu changes complètement une gimmick, d'un lutteur qui passe d'une fédération à une autre, par contre, attends, juste, je te corrige un truc. Joey Ryan, chez Lucha Underground, il est policier. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Il avait toujours son côté un peu. Oui, c'est pas le Joey Ryan qui est juste dégueulasse. Il jouait vraiment. Non, mais il jouait vraiment un personnage, et enfin, c'était Joey Ryan à Lucha Underground, c'était un mec qui est flic et qui va se battre dans le temple, quoi. Enfin, qui s'infiltre entre guillemets.
Oui. Et Oui, il c'est y un avait flic tout qui un- faisait le dick flip ou pas? Je sais plus s'il a fait. Je sais plus s'il l'a fait non plus. Parce que ça, Je crois pas. je pense qu'on redivaguera là-dessus, mais Oui, on pourra tout à l'heure quand on parlera. Ah, il a plus, mis ses sucettes, bon, ça. Ouais, ça- il avait ses sucettes, tout ça, ça. oui, mais, je te dis, c'était un flic un peu dégueulasse, mais je me souviens pas qu'il était moi non plus. de Dick Philippe. Donc du coup, alors que pensez-vous de l'idée, messieurs, que bah comme on a déjà suggéré, que chaque lutteur qui ait un personnage bien spécifique, heel ou face, ait deux comptes Twitter. Un compte Twitter où il va être, ça va être le perso avec son perso avec son nom de famille, son prénom et là où il peut poster, bah par exemple quand Brody Lee New Kid, bah poster un message mais en son propre nom et pas en nom du lutteur qu'il joue. Et de l'autre côté, bah, il utilise son faux compte Twitter pour, enfin, de sa gimmick pour jouer le rôle qu'il devrait jouer, quoi, pour dire des saloperies s'il est méchant ou pour dire des trucs gentils ou encourager des trucs. Que pensez-vous de cette idée alors du coup? Ouais, je pense qu'on va dans ce sens-là. Je pense que, enfin, ou soit qu'ils aient deux comptes, soit qu'ils en aient qu'un et qu'ils utilisent pas, qu'ils aient que leur compte personnel, quoi, pas de leur personnage. C'est ça. c'est plus compliqué, je pense que ça, en fait, à la limite, je pense pas qu'il faudrait deux comptes, ça serait quand même compliqué à gérer, mais à ce moment-là, faire la communication professionnelle, qu'elle soit, si elle doit être plutôt encadrée, qu'elle se fasse uniquement sur, je pense, sur les réseaux sociaux des fédérations ou des clans, s'ils font partie de clans. Après, c'est vrai que c'est compliqué, tu peux pas. Après bon, moi je trouve, j'ai pas l'impression que l'exemple de la lucha underground soit forcément le meilleur parce que après bon, c'est quand même un bon exemple, mais la lucha underground après, bon, moi j'ai pas regardé, mais je suis pas sûr qu'on soit vraiment sur du mainstream. Toi, c'est pas quelque chose qui est diffusé. Ouais. Sur Non, une, c'est vrai. c'était pas diffusé sur une. C'est sur plus une simple à grosse chaîne de maîtriser. télévision. Voilà, c'est pas sur une grosse chaîne de télévision genre TNT, USA, la Fox. C'est un univers différent. On n'est pas vraiment sur du mainstream, donc je pense que c'est plutôt sur la sphère, c'est plutôt orienté plus la sphère indie et encore, et ça avait son. C'était clairement une série, c'est assumé, c'est présenté comme ça, donc je pense que c'est un exemple à part. Et qui peut Après, en termes les évolutions. Ça reste un exemple. Peu importe. Ouais, Non, mais c'est un exemple pertinent, hein, mais après, est-ce que c'est applicable aux grosses fédérations qui ont des gros contrats avec des grosses chaînes de télévision, genre la WWE, AEW, la New Japan, tout ça? Ouais. Je suis pas sûr. Pour les compagnies qui sont déjà présentes, non, mais enfin, je pense que ça pourrait fonctionner pour une compagnie qui arriverait maintenant. Pourquoi pas? Après, il faut penser aussi que la lucha en termes d'audience, c'était moins qu'Impact Wrestling actuellement, par exemple, hein, mais un peu moins. Mais donc c'est pour montrer que ça s'adressait vraiment ça avait une fanbase particulière et pas très. Parce qu'ils avaient aussi un côté série B et que c'était un petit budget, quoi. Mais et puis c'était diffusé sur une petite chaîne. Ouais. Mais c'était apprécié. Enfin, il y a beaucoup aussi de monde comme nous qui regardions ça. Pas légalement et qui du coup, enfin en termes de spectateurs, ils en avaient beaucoup plus, mais en tout cas ça restait voilà une petite part de diffusion, donc c'était absolument pas mainstream, donc mais ça fonctionnait. Et après, il me semble qu'ils avaient fait un partenariat avec Impact. Je crois qu'il y avait un angle commun avec Impact. Après, je sais pas comment ça a été géré des deux côtés, mais c'est là. Après, je sais pas si on sent le conflit un petit peu entre les deux styles, le style plutôt série et le style plutôt classique de fédération de catch avec son émission hebdomadaire, ses pay-per-view, tout ça. Je sais pas ce que ça donnait, mais il me semble qu'il y avait un partenariat entre les deux et je suis pas sûr que ça. Je pense que ça illustre un petit peu
le conflit entre les deux. Après, dans les faits, je sais pas, mais dans la théorie, ça me semble assez bizarre. Alors après, sans pousser le délire entre guillemets, vu que effectivement la WWE par exemple, elle a une longue histoire tout ça et sans aller jusque là, est-ce que une solution serait pas quand même malgré tout d'essayer de alors soit effectivement tu t'abandonnes complètement les personnages vu qu'ils savent plus vraiment en faire. Mais est-ce que ça serait pas quand même mieux et que ça fait partie des choses qui font que je pense des gens comme moi et d'autres ont arrêté petit à petit au-delà de certaines mauvaises décisions de booking, le manque de personnages forts et tout. Et du coup, ça va pouvoir on va pouvoir embrayer sur les gimmicks. Donc par exemple les gimmicks comme Bray Wyatt. Donc pour toi, Styles, du coup, tu dirais que ce genre de gimmick, ça a plus sa place aujourd'hui. Ou je caricature ton propos. Non, c'est exactement ça. Après, en fait, si vous voulez faire, je pense que si vous voulez faire ce genre de choses, il faudrait complètement assumer le fait de changer son fusil d'épaule et de partir sur un truc complètement scénarisé, complètement produit en mode Hollywood, voilà, un petit peu sur le modèle de la Lucha Underground. À ce moment-là, t'aurais un produit un petit peu plus de niche, et je pense, je suis sûr qu'ils le font pas parce qu'il y aurait une perte d'audience immense. Les chaînes les lâcheraient, surtout la Fox qui avait demandé quand même pas mal de réalisme quand ils ont signé le contrat à 2 milliards. Mais je pense que ils ont quand même profité du Covid et des salles vides pour quand même mettre de ça, pour mettre du match cinématique, parce que aussi il fallait contrer ce phénomène tout nouveau des salles vides qui sonnent creux. Parce que par exemple avant le mois d'août il y avait pas le Thunderdome, ils mettaient pas les bruits de foule artificiels, tout ça. Mais je pense qu'il y a une envie chez eux quand même de faire cette transition sur un produit plus hollywoodien, du moins en partie, mais qu'ils le font pas complètement, qu'ils transforment pas Raw en show de 3 heures style Lucha Underground complètement scénarisé, parce qu'ils perdraient énormément d'audience, et le jour où il y aura de nouveau du public dans les salles, le plus tôt possible on espère, ils vendraient, je pense, plus beaucoup de billets. Donc s'ils veulent continuer ce genre de truc, je pense qu'il faut se transitionner là-dessus. Mais est-ce que c'est le propre de la plus grosse fédération de catch au monde de le faire? Je suis pas sûr. Et toi, du coup, KXL, par rapport au gimmick un peu fantasy, on va dire, un peu hors norme? Ben ouais, le problème c'est ça, c'est que ils font des trucs, ils proposent plusieurs trucs différents dans un même produit, et ça fait pas de sens que ça soit là. Par exemple, quand il y a eu le Boneyard match entre AJ Styles et l'Undertaker, 2 semaines avant, Styles il shootait sur Michelle McCool. Et 2 semaines après, tu les vois, ils se battent dans un cimetière. Le Taker, il a des super pouvoirs. Enfin, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? D'un coup, ils shootent en mode, enfin parce que bon, ouais, pour en rendre ça mode le plus IRL, réel possible, ouais. Soi-disant, bon, et d'un coup après, ils passent sur ce genre de délire. Donc, ouais, je sais pas, mais enfin oui. Après, ça dépend si c'est bien ou pas. Enfin, c'est simple, mais c'est ça aussi. Le Firefly Funhouse match, j'ai trouvé ça génial. Et c'était, enfin, il y avait plein de références, et c'était super jouissif pour quelqu'un qui a suivi toute l'histoire, et pour une fois, qu'on te dit vraiment, bah c'est bien, regarde, t'as suivi.
On te félicite pour avoir suivi notre produit. Et après, il y a des trucs, enfin le swamp match là, avec Braun Strowman, c'était nul. Donc voilà. Après ils vont pas faire que de ça. Ça arrivera jamais qu'ils fassent que des trucs comme ça. Et je sais pas trop quoi penser de Bray Wyatt, s'il a ce personnage, il a sa place ou quoi. Après, il faudrait quand même utiliser ça avec parcimonie. Ouais, et puis, il faut Pas mettre de la faire des cohérence. personnages comme Alexa Bliss là qui a des super pouvoirs et que ça. Et puis oui, comme l'a dit Styles WWE, ça marchera plus. Ça marchera plus quand tu auras le retour du public. Donc voilà, le problème c'est que il faut que ça soit cohérent. Il faut que ça soit cohérent, que tout soit cohérent, que tout soit cohérent ensemble dans tes programmes, quoi. Et ça, c'est un peu là où la WWE depuis quelques années, ils font un peu n'importe quoi. Avec, je pense, tu vois, une vision d'avenir sur le booking, de pas faire ça au fur et à mesure, de venir en fait, parce que c'est aussi, je pense, le problème de la WWE. Après, c'est peut-être toutes les fédérations sont comme ça, mais t'as l'impression qu'ils bookent la semaine, et puis de toute façon, ça n'a pas été un secret. Des fois, on sait que Vince, il arrive, il va te changer un programme qui est prévu d'Euro de quelques jours, il va te le changer le matin même pour l'après-midi. Et des trucs qui n'étaient absolument pas prévus sont tout à coup prévus, et peut-être qu'il faudrait aussi un booking au moyen long terme où tu crées un personnage et tu te dis bon bah ce personnage là je vais essayer de l'emmener là, on va faire ça, mais que ce soit vu plus ou moins voilà à long terme, que tu saches que bah par exemple Bray Wyatt dans les mois qui suivent il va peut-être perdre son titre, mais aussi que bah voilà, et pas te dire au dernier moment le matin pour le soir ah bah tiens je vais rajouter Alexa Bliss dans l'équation, ah bah tiens je vais rajouter ceci cela, ah puis ça serait bien qu'on fasse ça avec qui est une idée plus ou moins concise. Alors je sais pas comment marchent les fédés, mais je me dis par exemple j'ai un trou de mémoire. Ah, la All Elite, mince, comment il s'appelle cette faction de Chris Jericho? Oh mince, oh là on tourne. Voilà, l'Inner Circle, pardon. Par exemple, je pense que bon bah il se disait bon bah avec ce groupe-là, on est parti pour 2-3 ans, et puis alors après, est-ce que l'idée de MJF qu'on intègre ou pas, je sais pas si c'est venu un matin même, mais je me dis, il y a quand même, par exemple, dans ce que fait la All Elite, il y a quand même, alors pas toujours, mais il y a toujours quand même plus ou moins une idée. Avec Page, je pense qu'ils savent où ils vont l'amener ce personnage. Ou alors peut-être qu'ils ont changé d'avis entre temps, je sais pas, mais en tout cas on avait l'impression qu'ils savaient il y a encore quelques mois, et cette idée en fait de booking, de pas faire ça du matin au soir, parce que quand tu développes une gimmick, ou quand tu développes si le matin pour le soir tu changes de direction, ou tu changes d'idée, ou ça peut pas le faire. Faut vraiment, je pense qu'ils aient. Et le problème, c'est que les bookers à la WWE, même si il peut y avoir des bons bookers, et même si tu prépares le matin quelque chose qui peut être modifié dans l'après-midi, et puis voilà, à la dernière minute encore être modifié, des résultats de pay-per-view aussi qui sont modifiés, qui peuvent être modifiés à la dernière minute parce que Papy Vince il est pas d'accord. Mais je pense que ça c'est aussi un vrai problème à la WWE. Alors que dans d'autres fédérations, ça doit être un petit peu plus simple de créer des personnages, de créer. Après, il y a aussi le fait que le nombre important de shows à la semaine, ou de catch que tu proposes dans la semaine, quasiment une dizaine d'heures, c'est plus simple de booker une fois par semaine pendant 10 minutes, tu vois, un personnage, que faire voir 3 ou 4 fois dans la semaine dans différents events. Après, je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais un lutteur qui est à Raw, faut qu'il dise quelque chose. Après, il est à SmackDown, il apparaît à SmackDown, et voilà. Et du coup, en fait, aussi tenir une gimmick et développer une gimmick, si tu le vois 10 heures par semaine, ça me paraît quand même vachement compliqué. Enfin, pas 10 heures, c'est une façon de parler, mais il y a aussi ça qui aide pas dans le booking en général, quoi, qui doit être compliqué à la WWE, encore plus compliqué avec Per Vince. Et donc voilà, pour créer des personnages, à mon avis, c'est plus simple dans d'autres fédérations,
où ils y arrivent plus ou moins, plus ou moins bien, mais enfin voilà, je voulais dire ça, quoi. Ouais, que ce serait plus un. C'est vrai que tout part de ça hein, aussi. Hein. La discussion qu'on a part du fait que dans certaines fédérations, bon là en l'occurrence dans la WWE, vu que c'est la plus mainstream de toutes, il y a effectivement des problèmes d'écriture et des problèmes de cohérence, ce qui fait que effectivement et puis le fait comme on dit là qu'il soit un peu entre guillemets le cul entre deux chaises, à savoir est-ce qu'on fait carrément du fantasy, est-ce qu'on fait carrément du réaliste. Et le problème de faire parce que je pense que, alors je sais pas si vous serez tous, je pense pas Styles du coup, mais je pense que les deux peuvent se côtoyer, mais que ça dépend en fait des personnages impliqués. Et comme le disait KXL tout à l'heure, il faut pas que dans une feud avec le Taker, d'un côté on est le Taker qui a des super pouvoirs et puis de l'autre qu'on parle de sa femme dans la vraie vie, quoi. Parce que l'Undertaker, le personnage, je le vois pas être marié, moi. Bon. Après, voilà. Quoi. Après, ça fait partie du débat qu'on avait juste avant par rapport à la distance que tu mets par rapport à la vraie vie, par rapport à, tu as une gimmick, par rapport à, voilà, est-ce qu'il fallait savoir? Forcément, oui, on l'aurait su parce que sur les réseaux sociaux et tout, il est marié à Michelle McCool, mais malheureusement. Mais du coup, derrière, faut éviter de faire du booking qui parle de Michelle McCool voilà, c'est ça. Parce que en plus derrière tout ça c'était pour rendre la feud encore plus énorme, mais le problème de booking fait qu'il est plus réaliste, mais il aurait fallu prendre une autre tournure, surtout si derrière tu fais si tu fais des choses comme ça, ouais. Je pense qu'il faut assumer, moi. Après du coup, Styles, comment si t'es en mode c'est plus sportif, plus réaliste, comment tu racontes des histoires autour du coup? Parce que j'avoue, c'est juste pour essayer de visualiser un peu mieux le truc. Ça c'est compliqué. Après, tu peux, il y a le côté fantasy poussé à l'extrême, il y a le côté sportif poussé à l'extrême. Je milite pas non plus pour côté. Pour côté un truc avec des mecs qui se présentent en conférence, qui se présentent 2-3 fois pour faire 2-3 segments, après ils ont un match, tu vois. On n'est pas fan du booking qu'a eu Brock Lesnar sur ces dernières années, où il avait un booking en fait qui faisait très UFC, où il se présentait 2-3 fois avant un pay-per-view, il faisait 4-5 matchs par an, et c'est pas non plus là-dessus qu'on se base, mais la gonzesse qui est pas content parce que son copain il a fini cramé vivant au milieu d'un ring, mais qu'en fait c'était un mannequin pas très crédible et qu'on le sait tous, et que elle balance une boule de feu à la tête d'un gars qui se présente avec un masque le lundi, qu'on voit les brûlures, et que le dimanche il a pas de brûlure et il est dans un match pendant 1 heure. Ouais, la cohérence toujours. Quoi. Voilà. En fait, tant que t'as une cohérence, et que tant que c'est cohérent avec l'univers que tu as envie de présenter, alors si tu pars sur un truc plus réaliste, on l'a vu, étant donné qu'on est à une ère de la surcommunication, tu peux inclure des phénomènes de société, des trucs dans le genre, mais après faut quand même que ça reste cadré. Mais regarde, ça va faire quoi, 2-3 ans, Daniel Bryan, quand il a fait son heel turn, c'était un vegan extrémiste, et ça marchait super bien parce qu'il était excellent. Et tu peux inclure ce genre de choses. Après, bon, si tu veux faire du truc fantasy complètement, t'assumes, tu vas jusqu'au bout, juste je regarderai pas, quoi. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis aussi, un exemple qu'on peut connaître, la New Japan par exemple, où là ça va être plus par rapport à la force de l'image et de ce qu'on va voir plus que de ce qu'ils vont raconter sur le ring ou quoi, ok.
ils ont beaucoup de fans, et pas forcément quand ça touche les Anglais, parce que bon, il y en a certains d'entre vous, d'entre nous qui peuvent comprendre quand c'est des Anglais qui parlent, mais quand c'est des Japonais entre eux, par exemple, là, c'est là où va jouer la force de l'image, où t'as pas forcément besoin de comprendre ce qu'ils racontent mais la force de l'image fait que tu vas comprendre, même si c'est du japonais, tu vas et voilà. Il y en a des gimmicks à la New Japan, il y a des gimmicks, il y a des, mais là, ça va être plus la force de l'image, plus que ce qu'ils vont raconter ou ce qu'ils vont, et ça peut aussi, enfin voilà, la New Japan est un exemple qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs fantaisistes ou super, voilà. Il n'y a pas eu de cinématique match cette année, par exemple, à New Japan, si je dis pas de bêtises, et je pense qu'il n'y en aura pas. Il peut y avoir des comic match ou des trucs comme ça, et t'as pas forcément besoin non plus de comprendre, ou t'as pas forcément non plus pour pouvoir raconter quelque chose, pour avoir une gimmick assez forte, et voilà. Ils arrivent à faire du storytelling sur le long terme aussi. Voilà. Oui. Et sans que parce que je pense que bon la majorité du public de la New Japan, je sais pas s'ils ont plus de gens qui regardent aux États-Unis qu'au Japon, ce qui serait logique parce que il y a plus de gens aux États-Unis. Je pense que ça marche plus au Japon. Après ça j'en ai aucune idée, mais il y a comme une grosse fanbase New Japan hors du Japon, des gens qui parlent pas forcément japonais, mais comme t'as un langage corporel, comme tu sais que un tel il a trahi un tel, que lui il passe de telle division à telle division, que ils ont que un tel et un tel ils ont une histoire ensemble, qui ils font des trucs, et tu te retrouves à avoir des stories, des histoires en fait que tu peux relier sur et où tu peux voir un fil conducteur sur je crois j'ai lu des trucs où tu peux trouver un fil conducteur sur 7-8 ans, et c'est cohérent, et puis tu te retrouves tu regardes par exemple le Wrestle Kingdom d'il y a 6 ans, tu regardes celui de l'année dans laquelle tu es, et puis tu te dis bah attends, lui il est parti de là, il va là, le fil conducteur il est logique, par rapport à un tel, et tu sens que en dehors du style de catch, il y a une identité de produit, et tu te retrouves avec un truc plutôt réaliste. En plus, bah, ils font leur conférence de presse, tout ça, mais c'est cohérent, et au moins ils s'y tiennent. Et alors forcément t'as de la comédie, c'est normal, là, t'es obligé d'en avoir, c'est un ressort logique, juste tu le mets pas en main event, quoi, t'es sur ta mid card, lower mid card, et ça marche. Mais voilà, au moins c'est clair, c'est tranché, tu sais ce que tu regardes. Oui, complètement, c'est vrai. Et les personnages vont être parfois fantaisistes, entre guillemets, mais pas complètement fantasy. C'est ça qui est paradoxal, c'est que je dis, moi, il faudra aller plus dans le spectacle, mais je suis devenu super fan de la New Japan, où il y a quasiment plus de segments, et où, effectivement, quand il y a des segments, c'est soit des bagarres, soit des discussions en conférence avant ou après match. Et effectivement, le truc, c'est qu'au Japon, par contre, ils sont beaucoup plus durs avec le kayfabe qu'ils le sont aux États-Unis. Hein. Bon, les lutteurs doivent avoir des comptes Twitter et tout, mais bon, là, je peux pas dire si je sais, j'avoue, je parle pas japonais, donc je sais pas s'ils disent des conneries ou pas dessus. Mais par exemple, les lutteurs qui sont pas dans la même faction ont pas le droit de s'entraîner avec enfin, ils ont pas le droit de s'entraîner entre lutteurs de factions différentes. Ils ont pas le droit de se montrer dans des restaurants, dans des trucs comme ça, entre factions de lutteurs différentes, et ainsi de suite. C'est vachement plus contraignant, justement, pour essayer de faire respecter plus le kayfabe. Après, des choses qui sont peut-être pas possibles à mon sens. Après, c'est quand même, c'est un peu extrême, mais probablement pas possible dans des compagnies comme la WWE, où il y a plein de monde, tout simplement, beaucoup plus de lutteurs à gérer, puis c'est pas la même culture aussi, tout simplement.
Ouais, c'est pas le même et c'est là où la WWE c'est vachement particulier, c'est que tu peux avoir des catcheurs maintenant qui vont faire des films, qui vont donc en fait ils deviennent à côté de ça une vraie personne publique et où ils vont être invités dans des émissions comme John Cena ou comme John Morrison il y a quelques années ou non je crois qu'il était déjà parti. The Rock, voilà. The Rock avant. Hein, et du coup de ce fait, enfin c'est aussi compliqué de qu'ils gardent leur gimmick et qu'ils quand tu deviens une personne de notoriété publique, que tu deviens acteur et que tu n'es plus que catcheur à la WWE. Quand Randy Orton ou par exemple The Miz ils vont tourner mince comment ça s'appelait cette série de films The Marine. voilà par exemple si tu veux enfin derrière il revient à la WWE ça doit être aussi vachement compliqué à genre venez en fait au débat de tout à l'heure avec les gimmicks et tout mais ça participe aussi à la difficulté de bien ancrer et de garder des gimmicks quoi c'est que et encore, le Miz, c'est un mauvais exemple parce que dans ses promos, il communiquait vachement là-dessus. Son gimmick, c'est ça, c'est qu'il se prenait déjà pour une star du cinéma alors qu'il a tourné dans des films produits par la WWE. mais voilà. Mais après oui, t'en as qui font des transitions vers Hollywood qui sont totalement assumées. Il y a eu The Rock, il y a eu Hulk Hogan qui avait essayé à une époque, mais du coup il a pas réussi. Et John Cena qui rentre dedans, mais et même au fur et à mesure ils arrêtent leur carrière parce que c'est plus tenable. Mais aujourd'hui t'as quand même une partie acting qui est hyper importante. Qui est hyper importante à la WWE parce que t'as tes segments à savoir gérer. Faut que tu puisses vendre les choses, que t'aies la bonne émotion, ou que tu puisses faire une promo bien cadrée qui soit bien gérée par rapport à ton gimmick, par rapport à ce que tu veux dire. Tout ça c'est hyper complexe. Il y a un vrai travail d'acteur. Tous ne sont pas aussi bons, mais c'est-à-dire que tu te retrouves dans un business où de plus en plus, les mecs ils sont amenés en fait à faire autre chose à côté. Alors, t'en as qui partent vers le cinéma, t'en as d'autres qui sont partis vers le MMA aussi. Hein. Il y avait eu Bart Gunn à une époque, Brock Lesnar qui avait transitionné là-dessus, Bobby Lashley. Batista, CM Punk il y a quelques années qui avait essayé je m'en souviens pauvre de lui. Quelle idée. Il me semble qu'il y a MVP qui a gagné un titre de Jiu-Jitsu brésilien il y a pas longtemps, un truc dans le genre. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a mis oui c'est ça ouais c'est ça MVP ouais donc t'as et en plus de c'est là-dessus aussi que tu peux jouer, c'est que t'en as certes qui se transitionnent vers le cinéma, mais il y en a d'autres qui font des parenthèses dans leur carrière où ils font des compétitions de sport de combat legit quoi. Il y en a qui vont à l'UFC. Brock Lesnar il a été il me semble 2 fois champion de l'UFC. Bobby Lashley il est invaincu dans sa carrière de MMA. Tu vois, c'est ce genre de truc où tu peux beaucoup jouer. Et de son côté, la WWE essaie de recruter des gens qui viennent du MMA, qui viennent de la lutte libre, tout ça. Ou des acteurs aussi. Enfin. Ouais, aussi. Ouais. Ils avaient recruté Kurt Angle, ils ont recruté Brock Lesnar qui était champion en lutte libre. Ils sont allés chercher Ronda Rousey, Shayna Baszler, Jessamine Duke, Marina Shafir et il paraît que le prochain qui devrait suivre, ce serait peut-être Conor McGregor. Enfin, c'est encore ça, c'est encore le positionnement où soit t'engages des acteurs, soit t'engages des lutteurs, soit tu les présentes comme des acteurs, soit tu les présentes comme des lutteurs. En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, si il faut orienter ton produit, tes catcheurs et ton recrutement vers ce que tu veux faire en fait. Si tout ça a aucune cohérence, bah t'as un gloubi-glouga de trucs limite insipides, tu sais pas où ça va et tu te retrouves si tu regardes Raw, t'as un show de 3 heures où tu vas te retrouver à un moment donné avec tel style, telle présentation, la deuxième heure avec encore autre chose et la troisième heure avec encore autre chose, tu sais plus où donner de la tête.
Après, est-ce que ce serait forcément enfin, est-ce que c'est forcément un mal que le produit soit un peu diversifié? Et est-ce que ça vient pas plutôt, comme ce qu'on disait parfois, tout simplement d'un manque de caractérisation des personnages, donc le fameux manque de cohérence. Mais est-ce que les deux, ils pourraient pas tout simplement se côtoyer, quoi, si c'était un peu mieux écrit, si c'était je sais pas ce que KXL, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, je sais pas ce que tu en penses. Quand on parle de profil, je pense que pour n'importe quelle compagnie, c'est mieux d'avoir des profils différents. Justement enfin si tous les mecs c'est les mêmes, au final tu vas soutenir qui? Donc Le faut de la face. diversité dans ton roster. Oui, oui, non, mais je veux dire, il faut de la diversité dans ton Oui, roster, non, mais et c'est bien pour sûr. ça que un big man, je sais pas, par exemple, bon, c'est peut-être un exemple un peu nul, mais Nia Jax au début, ça avait un peu bien marché parce que c'était la seule big girl, donc elle se démarquait comme ça des autres. Et même moi, à un moment, j'aimais bien Nia Jax. Bon, après maintenant, on a des big girls qui sont bien meilleures, comme Rhea Ripley ou Raquel Gonzalez, mais enfin, c'est bien d'avoir des gens de tout physique, de tout milieu. Et après, oui, les mecs qui font du MMA ou qui font des sports de combat, généralement, ils vont avoir des facilités pour se repositionner dans le catch et pour avoir un bon niveau in-ring. Donc, c'est toujours cool qu'ils recrutent des mecs comme ça. Mais je sais pas trop où on va en fait avec cette discussion. Non, oui, c'est complètement dérivé sur. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait sur la New Japan, est-ce que vous pensez que la WWE devrait s'en inspirer justement dans le booking, sans faire, alors peut-être en essayant de faire un ou deux personnages un petit peu excentriques, on va dire, comme Bray Wyatt, mais plus dans cette après ça va là où il va peut-être résider le problème, c'est que la New Japan c'est un show par mois et c'est plus simple de raconter des histoires avec un show par mois parce que t'es pas obligé de sans cesse faire avancer le faire apparaître toutes les semaines ton catcheur, surtout si en plus c'est des catcheurs vedettes que t'es obligé de mettre toutes les semaines. Pour créer des histoires c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, la All Elite par exemple arrive quand même à créer certains personnages comme MJF, comme et c'est qu'une fois par semaine, donc est-ce que vous pensez pas que c'est possible quand même de créer parce que en fait on en revient à ça, la création de personnages et puis à ce qu'on va raconter sur le ring et tout. Je pense que ça doit être quand même possible de créer un personnage et de le voir qu'une fois par semaine et du coup de lui faire raconter quand même une histoire. Bon, alors peut-être que tu vas avoir des semaines et ça va un peu partir en couille ou ça va voilà, et puis après l'épisode d'après va être mieux et puis voilà. Et un modèle New Japan, donc avec peut-être un petit peu moins d'excentricité, les faire moins apparaître aussi. Et puis voilà, est-ce que ce serait pas ça vers ce que la WWE, enfin la direction qu'elle devrait prendre? Les faire moins apparaître, t'as un brand split, hein, donc ils apparaissent dans le show où ils sont attitrés. Donc déjà D'accord. tu les vois pas plusieurs fois par semaine. D'accord. Après, s'inspirer de la New Japan, oui, mais il faut de la cohérence. Déjà faut que tu puisses créer des stars, mais comment est-ce que tu veux créer des stars quand le vieux monsieur il change son fusil d'épaule 3 fois par jour et tu sais pas sur quel pied danser. C'est pas possible, tu peux pas créer dans ces conditions-là. D'autant plus que après tu vas propulser les mecs directement sur une chaîne de télévision nationale et souvent ils sont pas prêts parce que t'as pas forcément réussi à les créer en amont. Avant, t'avais quand même des programmes comme OVW, t'as eu donc NXT qui a remplacé FCW, mais NXT c'est devenu un show à part entière où en réalité ils créent pas les stars.
ils vont les chercher à droite à gauche. Aujourd'hui, tes top stars à NXT, c'est Finn Balor qui était déjà une énorme star à New Japan, c'est Adam Cole, Kyle O'Reilly et Roderick Strong qui étaient déjà des énormes stars à la Ring of Honor. Donc ils sont créés personne, et apparemment ils sont en train de rectifier le tir parce ils sont en train apparemment de créer un sous NXT en se servant de la marque Evolve qu'ils ont racheté pour pouvoir avoir un programme où tu peux mettre les gamins du Performance Center, où justement tu peux les mettre devant un public sur un programme de télévision de 1 heure où ils vont avoir justement l'occasion de commencer à travailler pour avoir cette connexion avec le public, tout ça. Après, il faut savoir si comme FCW, ça serait un programme qui permettrait de créer des purs produits WWE, comme il le faisait à l'époque, ou si ça serait comme OVW, où eux ils s'attardaient plus à créer des catcheurs plutôt que des stars de la WWE, quoi. Le gars qui sort d'OVW peut facilement aller travailler à droite à gauche à l'époque. Celui qui sortait d'FCW et qui sortait du programme qui cassait son contrat, fallait reprendre à zéro. Donc c'est compliqué aujourd'hui quand t'as pas de programme où tu peux permettre à un gamin qui a 2-3 ans d'expérience de se mettre devant un public aussi minime qui peut être pour en fait apprendre son métier devant un public, voir ça marche pas, avoir des mecs compétents derrière qui lui disent bah ça faut que tu fasses ça différemment, faut que tu travailles là-dessus. C'est le gros problème qu'il y a à la WWE aujourd'hui. Et puis bon, c'est pas facile parce que bah t'as pas de public aujourd'hui, et c'est ça qui est important. Faut apprendre à avoir cette connexion avec le public. Si tu l'as pas, tu peux raconter ce que tu veux. Si le public il aime pas, ça marche pas. Donc il faut faire adhérer le public. Si t'es mauvais, mais tu peux pas le savoir parce qu'il y a pas de public en ce moment. Donc voilà. Donc si tu peux pas t'entraîner, si t'es juste devant des éducateurs au Performance Center, ça marche pas. Et aujourd'hui, le seul show où tu vas voir des gamins encore un peu verts, mais ça reste cohérent dans le show, c'est NXT UK. Donc pour l'instant, il y a pas de public, mais au moins on sent qu'il y a une ambiance différente, et on sent qu'il y a quand même, j'ai l'impression, plus de progrès là-bas, mais surtout que c'est moins stéréotypé WWE, parce que t'as des gars qui, je pense que leurs éducateurs là-bas, ça doit être des mecs qui sortent de la Progress, de la Rev Pro, tout ça. Il y a Meiko Satomura qui a signé, qui va apporter beaucoup aussi à la division féminine. Donc on sent qu'il se passe autre chose là-bas, mais le produit stéréotypé WWE, aujourd'hui, ils arrivent même plus à le créer, ce qui est problématique. Après, pour rebondir sur NXT, donc c'est pour vous plus qui le regardez, les weekly de NXT, la part le match segment, c'est comment en gros? Ah, je regarde plus, moi. Tu regardes plus. En ce moment, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est très mauvais. Parce que de loin, en regardant, et puis je pense qu'après on passera à autre chose, on va finir par tourner en rond. Je voulais rebondir sur ces propos. Ouais, alors je finis, je te laisse. D'accord, vas-y. C'était par rapport à NXT, du coup, en regardant de loin comme je fais là de temps en temps, juste les pay-per-view, on a l'impression que c'est plus axé sur le sportif justement, mais force est de constater, pour parler un peu de ce qui compte pour toutes les compagnies, donc de pognon, que ça marche vachement moins, du coup que les deux. Alors c'est vrai, il n'y a pas la même diffusion et tout, mais malgré tout, voilà, ça marche vachement moins que les shows qui sont axés malgré tout plus sur le spectacle, quoi. Et est-ce que du coup, comme pour rebondir sur ce que tu disais, NXT devrait pas, entre guillemets, pour mieux préparer le terrain, entraîner plus ces catcheurs dans la mesure où le produit a
est pas axé autant sur le sportif dans les shows principaux que dans la branche à la base de progression, et plus axé sur du divertissement justement pour s'entraîner tout bêtement en fait à être prêt pour là-haut. Alors pour les mid-carders tout ça aurait pas forcément de sens, mais voilà, je sais pas ce que. Après, si tu veux, avec le roster actuel, tu ferais encore moins de spectateurs, parce que là, pour le coup, la NXT, ça s'adresse clairement aux fans de catch indé, et un peu le même. D'ailleurs, on le voit dans les racing quand l'un des deux n'est pas en face, l'autre il grimpe beaucoup parce qu'ils ont le même public avec la All Elite, mais à préparer, comme tu le suggères, ça ferait, je pense, beaucoup moins d'audience avec des no-name ou clairement. Mais limite, ça n'aurait même pas d'intérêt de le diffuser, je pense. À part l'entraînement après, ouais. Non, c'était comme ça. Enfin, je sais pas si quelqu'un a un avis différent, mais. Le problème de NXT, en fait, c'est surtout que ils sont pas promus comme étant, ils sont dans WWE et ils sont pas promus comme étant le show important, quoi. Ils vont pas à WrestleMania, on va pas à Ripley. Là, cette année, ils étaient pas au Survivor Series. Donc, à un moment, quand la compagnie, elle vend les shows plus importants que Raw et SmackDown, plus importants que NXT, c'est compliqué de dire aux gens de regarder NXT. Ils vont dire non, Raw c'est plus important, je regardais Raw. Et donc du coup ils sont dans une situation bâtarde qui les aide pas pour les ratings. Et pareil pour avant la pandémie, ils faisaient les shows dans à la Full Sail. Donc c'est aussi différent de Raw et SmackDown qui vont toutes les semaines dans des villes différentes, dans des grosses salles. Et ils se sont créés une image, cette image-là aussi. Hein. C'est une image qu'ils se sont créés, une marque, une image spécifique vraiment. Oui, non, tout à fait. Mais après, ils peuvent pas aspirer à être plus vus que Raw ou SmackDown dans ces conditions-là. En plus, en ayant un autre show de catch diffusé en même temps. Donc, voilà. Pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Styles, la création de stars, moi je trouve quand même que ces dernières années la W a tenté. Alors par moments c'était catastrophique. Alors mais ils ont quand même tenté, que ce soit Strowman, que ce soit Reigns, limite par la force, ou McIntyre en ce moment. Je sais pas si ça prend avec McIntyre ou pas, mais on voit aussi que c'est quand même vachement compliqué et qu'il suffit pas de claquer des doigts pour créer une star, pour créer un top star, quelqu'un qui, comme Cena il y a quelques années, ou Orton, qui est presque capable de faire vendre un pay-per-view, entre guillemets bien évidemment, parce qu'il en faut d'autres, mais pour créer une top star, c'est pas non plus et je pense que le public doit aussi il est devenu beaucoup plus exigeant, le public de la WWE. Je pense que Reigns, il y a peut-être 10 ans, ça aurait été peut-être plus simple de l'imposer, quoi. Après, Roman Reigns, il passe après John Cena et on a connu le booking Super Cena de version 2008-2010 en gros, où le gars il était imbattable, il faisait c'était les mêmes schémas de match, le retour du face en fin de match, c'est bon. Parce que Roman Reigns, on est quand même sur 6 ans, presque 7 ans même, de push raté et pas le push subtil amené gentiment, hein. C'est vraiment le push où on essaie de te l'imposer, vraiment c'est tiens, mange, non, finis ton assiette, mange. ouais, mais si tu veux, voilà, il y a aussi le fait que tu vois la W tente, comme McIntyre en ce moment, je sais pas ce que ça donne, comme Strowman il y a quelques années. Mais t'as aussi l'impression que ça ne prend pas, que je sais pas, il manque le petit truc, je sais pas ce qui pourrait manquer au fait que ce soit pas le Cena ou le Batista d'il y a quelques années, Dwayne Johnson, The Rock. Je suis pas sûr qu'ils veulent qu'il y ait de nouveau une personne qui représente la compagnie complètement. Dans le sens où le plus important maintenant, c'est la marque WWE et pas, tu vois. Après, peut-être que je me gourre complètement et qu'ils essayent. Oui, mais que t'as un représentant après, que ce soit dans les journaux, qui passe dans les émissions et tout.
qui attire du monde ou qui par exemple c'est bien quand The Miz il va dans des émissions et The Miz c'est pas tu vois c'est The Miz quoi c'est pas alors c'est une superstar et tout mais ils ont plus de symbole on va dire de Le problème, c'est qu'ils essaient de pocher quelqu'un et puis après, 3 mois après, ils disent bon, ça Ouais. suffit. Ça, je suis On va d'accord essayer avec ça avec aussi. quelqu'un d'autre. sauf avec Puis, bon, Roman ça suffit. sauf avec Ouais, Roman voilà, c'est ça. Sauf avec Reigns. Avec Reigns, ils ont toujours essayé et jusqu'à l'année dernière, ça marchait pas. Et Non, mais ben voilà, ils sont pas cohérents, ils essaient pas. Et puis quand t'as un vieux qui arrive en titubant et qui met 3 spires et qui défonce les stars que t'as déjà établies, ben à partir de ce moment-là, c'est compliqué quoi, de faire des stars. Je sais pas, avant ils avaient pas tous ces vieux qui revenaient et qui défonçaient tous les jeunes. Même Hogan, quand il est revenu en 2002, bon, il a battu Triple H, mais il a perdu tous les autres matchs, quoi. Il perd contre The Rock, il perd contre l'Undertaker, il perd contre Lesnar, contre il perd Angle. pas contre Shawn Michaels. Ouais, non, ça c'est un peu plus tard, mais en 2002, voilà. Et puis c'était Hogan, quoi, le mec avec le plus gros ego de l'histoire du catch. Maintenant, ils font revenir, voilà, ils font revenir comme c'est Goldberg, une par star exemple. du passé, que t'es là pour 3 matchs, bon ben, vas-y. et qui gagne ses matchs en plus Alors, déjà, Goldberg, il titube pas parce qu'il est vieux, il titube parce qu'il met des coups de tête dans les portes et dans les murs. Ça, c'est différent. Après, moi, je pense que le Ah, mais problème. il est trop vieux pour faire ça, maintenant. Je pense que le problème aussi, c'est que ils essaient de créer eux-mêmes. T'as l'impression que c'est un produit manufacturé, et puis on sait très bien que c'est un gars qui décide de qui est-ce qui représente sa fédération, et les mecs se créent plus eux-mêmes parce qu'ils savent même pas comment faire. C'est-à-dire sur les 10 dernières années, t'as que 2 mecs qui ont réussi à provoquer leur push et qui ont réussi à l'imposer, même si le vieux voulait pas, tellement ils étaient bons, tellement le public voulait le voir. C'est pas pour rien que en 2020, bon, il y a pas eu beaucoup de public en 2020, mais t'as quand même eu des chants CM Punk à tous les shows depuis 10 ans. C'est incroyable parce que t'as que CM Punk et Daniel Bryan qui avaient déjà une énorme réputation avant même d'arriver, parce que voilà, ils avaient un énorme parcours en dehors de la WWE, notamment CM Punk qui avait eu le premier Summer of Punk à la Ring of Honor avant d'arriver. Vraiment, t'as 2 gars sur je pense depuis l'Attitude Era, en fait, c'est les 2 seuls gars qui ont réussi à se créer tout seuls, vraiment imposer le fait qu'ils doivent être le main event tout seul, par leur talent, par leur aura naturelle. Et aujourd'hui, t'as plus personne qui est capable de faire ça, quoi. T'as plus personne à qui on va dire, tiens, là t'as une promo, on te laisse 5 minutes, tu dis ce que tu veux, mais faut que tu partes dans cette direction. Voilà. T'as demandé de faire ça à Steve Austin en 97 après qu'il gagne le King of the Ring, c'est devenu la plus grande star de l'histoire du catch. Aujourd'hui, tu leur donnes des scripts avec des textes à apprendre par cœur. Ouais, d'accord, hein, mais comment est-ce que le gars il peut savoir comment on fait pour avoir cette connexion avec le public? Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? Regarde, Goldberg, qui est censé quand même, le gars, il a commencé sa carrière en 97, même si bon, c'est jamais été bien brillant. Il revient cette année. Il fait une promo qui a aucun sens parce que c'était ce qui était prévu au départ, mais ils ont enlevé le lien entre l'élément initial et sa promo, ce qui fait que sa promo n'a aucun sens. Pareil, aujourd'hui c'est tellement scripté que alors t'as toujours les mecs qui font leur promo, nanana, clac, ils s'arrêtent, la musique de quelqu'un qui rentre. Fais en sorte que ce soit un minimum crédible. Le gars il te coupe, t'attends pas qu'il vienne dans le ring alors qu'il est dans ta tête il est pas censé venir, quoi. T'as tous ces petits détails qui font qu'aujourd'hui les gars ils se retrouvent sur une chaîne de télévision nationale, mais on leur donne des scripts comme au cinéma, sauf que c'est pas comme au cinéma.
t'as des imprévus et les imprévus, sur du direct. Et t'as un public, ouais, c'est ça. Voilà, et encore maintenant t'as pas de public, et Ouais. ils peuvent vu qu'il y a pas de public, ils peuvent se démerder à mettre des segments préenregistrés en plein milieu. Ils peuvent faire un faux direct avec un décalage de 5 minutes où justement tu peux avoir cet imprévu, couper, mettre un truc préenregistré, passer une page de pub ou faire un cut pour aller sur les commentateurs, j'en sais rien, et tu dis attends, là change, fais quelque chose. Mais voilà, c'est-à-dire que si tu dois avoir cette connexion avec le public, parce que c'est ce qui est important. Là, on est dans une situation où tu peux pas le faire, mais c'est important. Le plus important, c'est pas qu'il y ait c'est pas qu'il y ait des gens qui regardent ton truc à la télé, même si c'est très important, c'est de pouvoir vendre un ticket pour ton pay-per-view, parce que le revenu billetterie, c'est ce qui est censé être le plus important. Si t'as des mecs qui sont pas capables de s'adapter, de faire les choses tout seuls, compliqué. Ouais, et d'ailleurs, ça c'est, il y avait eu quelques interviews d'anciens lutteurs de la WWE qui sont à la All Elite, qui ont tous, ils mettent tout ça. Bon, bien évidemment Chris Jericho, mais lui il aime bien cracher sur tout ce qui est partout où il est passé, où il est plus. Donc bon, Chris Jericho c'est un peu à part, mais il y a des lutteurs à la All Elite qui mettaient justement ça en avant, le plaisir de pouvoir pas avoir un script directement, mais d'être vachement libre. Emma Miro par exemple qui l'avait dit, et de pouvoir dire plus ou moins ce qu'il avait envie de dire, juste avec quand même une direction. Et après c'est voilà, tu te fais plaisir à dire ce que tu veux, et voilà, tu sens forcément choqué, sans forcément voilà. Après il y a aussi le fait aussi que ce soit air rated, c'est ça qu'on dit. La WWE, enfin que ce soit voilà PG, tout le monde là, et tout public, et que du coup bah tu t'es obligé quand même d'avoir de donner plus qu'une direction à tes lutteurs pour pas que ça déborde. Et il y a peut-être aussi le fait que ces derniers temps ils avaient l'air de dire que ce serait plus ou moins fini bientôt, que la Fox notamment aimerait bien qu'ils reprennent une direction un petit peu plus adulte et un peu plus. Alors peut-être qu'il y a un peu de chance, ce serait un peu moins scripté. Oui, c'est possible que ça redonne de la liberté du coup, effectivement. Et du coup, ce qui est beau, c'est que voilà, on est parti au départ on va s'arrêter, je pense, là-dessus, puis passer à autre chose, à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire. Hein. Au final, on est parti sur un débat place du sport, place du spectacle, et on a fini sur en fait, tout va bien du moment que ce soit cohérent et, et bien écrit, et qu'il y ait des choses sur le long terme, etc., etc. Et juste parce que ça me fait rire, on n'en a pas parlé. Alors, le dîner des bonheurs, du coup. Génial, incroyable. Je vais vomir et je reviens. Et à Las Vegas aussi, c'était cool. C'était encore plus cool à Las Vegas. Avec Hornswoggle. Oui. Génial. Est-ce que du coup c'est pas voilà, ça aussi ça permet de se connecter. Bref, allez, c'était pour voilà. Du coup on va partir sur l'espèce de retour à la mode du brawl, hein, quand on voit les derniers matchs qui plaisent le plus au public en se fiant à Cage Match et puis à certains résultats de awards divers et variés quand c'est le public qui vote. Après, attention, quelle frange du public? Parce que voilà, c'est pas tu vois, un public de la WWE, je suis pas sûr que. On en reparlera pendant le débat. Ouais, ouais, ok, ça marche. Ouais, parce qu'effectivement, c'est alors là quand on parle, mais t'as raison, quand on parle d'un retour à la mode du brawl, c'est on va dire entre guillemets chez, mais j'allais venir aussi dans la discussion chez les fans qui sont fans entre guillemets, ceux qui vont justement s'exprimer, pas forcément la majorité silencieuse. Et donc je voulais savoir si vous pensez que c'était donc juste un simple phénomène de mode qui va pas forcément durer. Est-ce que c'est une espèce de réaction donc
un peu donc réaction à la fois dans le sens opposition et dans le sens réaction entre guillemets politique, retour en arrière, par rapport à une mode qui était plus tournée sur les high flyers, les techniciens ces dernières années, et peut-être qu'on en est arrivé à saturation. Ou est-ce que c'est parce que les brawlers sont tout simplement un peu meilleurs en ce moment que les autres, tout bêtement, ou est-ce que c'est parce que justement comme ils sont un peu meilleurs aussi, ça peut être lié. Est-ce que on n'est plus dans les brawls à papa entre guillemets avec les gros coups de poing qui tâchent et on est dans des choses qui sont un peu plus intenses et que c'est pour ça que c'est susceptible de plaire à nouveau, de plaire plus. Et aussi souvent ce sont donc des matchs où il y a une grosse intensité. Donc je sais pas qui je rajouterais également dans ton truc l'effet Okada, je vais appeler ça, tu sais, c'est comme ça maintenant. L'effet Okada. Je suis d'accord. Entre guillemets, est-ce que ce serait pas la du Japon? Voilà. De la New Japan. Je suis complètement d'accord. Je l'avais oublié dans mes lignes. Donc je sais pas qui veut commencer, qui a parlé en dernier à part moi, ma connerie du des bonheurs, je sais plus. Mais KXL, tu veux? Ouais, vas-y. Je pense que c'est un retour en arrière. Alors ça a été influencé donc ces dernières années par le Japon surtout, mais après le catch ça évolue et les styles évoluent et ce que les gens ont envie de voir ça évolue et on a bien vu ces dernières années. Enfin par exemple Walter il y a 10 ans, personne n'en voulait quoi. Enfin c'était méchant ce que j'ai dit, mais enfin. Je vois complètement l'argument. C'est un vétéran quand même, Walter, et son style, il plaisait pas forcément il y a 10 ans. Et c'est vrai que ces dernières années, on observe un retour à des matchs plus physiques et plus brawlesques, comme ça a pu être le cas à d'autres endroits avant. Et après, je comprends aussi parce que, je pense que après on se lasse forcément d'un style quand il a été proposé pendant longtemps. Et donc c'est une évolution, je pense, naturelle qui va, je pense, durer et s'intensifier sans forcément que ça enlève l'autre, mais voilà, c'est une nouveauté aussi qui plaît comme ça l'était par exemple les cruiserweight chez WCW qui ont influencé ensuite tout le catch ou le style Ring of Honor ou tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'est popularisé ces dernières années et qui est là pour durer. Et je pense pas que ça soit que il y ait plus de brawlers ou qu'ils soient meilleurs ou des trucs comme ça. Je pense que c'est justement que le produit est devenu tellement basé sur un style plus high fly que finalement on a envie de voir d'autres choses. Et par exemple, ça me fait penser à un catcheur comme JBL qui lui a fait quasiment toute sa carrière quand le style brawler texan un peu à la Stan Hansen c'était un peu fini quoi, c'était dépassé. Alors que pourtant honnêtement je pense que c'était un bon brawler et qu'il a pas vraiment pu le montrer et qu'on a toujours pensé qu'en fait c'est un catcheur de merde. Alors que finalement s'il avait pu s'exprimer comme il voulait dans son style, je pense que ça aurait pu être pas si mal. Puis il avait quand même une corde à linge qu'on sous-estime très souvent, je pense. C'est bien Steve. Je pense qu'après Stan Hansen, il y a lui quoi. Bon, il y en a d'autres peut-être. Il y a Okada. Mais il est là. Quoi. Au Japon, il y en a quelques-uns. Après, je me demande si c'est pas aussi lié au fait qu'il y a pas mal de cruiserweight, de lutteurs cruiserweight qui sont devenus beaucoup plus techniques, que ce soit grâce à la New Japan, comme on le dit souvent, avec des Kota Ibushi,
les frères Jackson, bon, qui sont du coup un petit peu plus revenus dans la fantasy, voilà, mais il fut un temps dans leur dernière période à la New Japan qui devenait quand même assez technique. Est-ce que c'est pas la disparition justement enfin entre guillemets la disparition, parce qu'il reste quand même quelques mecs aériens, mais ils Ils ont pas disparu. ont pas disparu, mais ils sont un petit peu moins mis en avant sur la scène indé. Enfin, il y a toujours bon, après de toute façon en ce moment il y a pas de scène indé du tout, mais même à la période, bon, il y avait toujours la Pro Wrestling Area qui proposait toujours là-bas, bon, bah même Walter, limite, il te faisait des saltos arrière ou des trucs comme ça entre guillemets, parce que bon, c'est la Pro Wrestling Area et donc c'était plus ou moins basé là-dessus. Mais j'ai l'impression aussi que le cruiserweight de base, comme nous on l'a connu il y a quelques années, le luchador, il y en a toujours, hein, je dis pas, hein, comme Bandido par exemple à la Ring of Honor ou Rush. Mais il a disparu. Donc est-ce que c'est pas lié à cette disparition? Il y a beaucoup plus, ouais, ils deviennent beaucoup plus techniques, ils deviennent un petit peu plus, voilà. Et même le Ricochet de maintenant, c'est plus le Ricochet d'il y a quelques années, par exemple, quand il participait au tournoi Best of Super Junior. Est-ce que c'est pas aussi cette disparition des cruiserweight ou et que du coup bah d'un même côté en fait au final comme le disait Gebaka, c'est puisque du coup c'est par rapport aux téléspectateurs, est-ce que du coup c'est vraiment pas le téléspectateur qui aurait en fait, on revient, on a fait une boucle, là, je viens de faire une boucle, je suis en train de me rendre compte. Bon, enfin, oui, non, bah, du coup, oui, pour moi, voilà, c'est plus par rapport à la disparition, par exemple, des Jack Evans, qui était, voilà, il y a quelques années, il y a 10 ans, par exemple, Jack Evans, où il y a peut-être même un petit peu plus, il avait une grosse hype à la Ring of Honor, avec Austin Aries et compagnie, et bon, bah, tous ces catcheurs, au final, ils disparaissent, mais, bah, maintenant, Jack Evans, il est, en mid-card de la division tag team de la All Elite, quoi, par exemple. Et ouais, vas-y. donc oui, en fait, je pense que c'est vraiment le téléspectateur qui s'intéresse plus à des cruiserweight un petit peu plus techniques, un petit peu plus bah comme Ospreay, ce qui est en train de devenir Ospreay au final, ou des poids légers mais qui font pas que des galipettes ou des sauf pour le public bien évidemment, la Pro Wrestling Area où là bon bah ouais, puis même un Jeff Cobb fait des trucs Mais ouais, du coup, pour donner la parole à Styles derrière, est-ce que ça va pas justement avec cette volonté entre guillemets, donc là d'être plus réaliste, alors avec des énormes guillemets hein, sur le ring, dans le sens plus intense et tout, et moins de spots préparés, moins d'un peu de catcheur gymnaste entre guillemets, comme on pouvait avoir avec je repense toujours à ce match-là, c'est de Ricochet Ospreay, je sais plus quelle année et où ça a eu lieu, ça devait être il y a 3-4 ans maintenant. Ouais. C'était à New Japan, ouais, il me semble, hein, où effectivement ça sautait dans tous les sens et tout, et donc c'était entre guillemets à la fois l'apogée et le début de la fin de cette espèce de tendance à aller vers de plus en plus de catcheurs qui font des prises aériennes et tout en tous sens. Mais justement pour rebondir, je fais une petite aparté, mais justement le Best of Super Junior qui toi tu dois quand même suivre, on est d'accord qu'il s'est quand même nettement calmé par rapport à justement il y a quelques années. Ouais. Tu vois que là, pour aller dans ton sens, il y a la dernière défense de titre de d'Hiromu contre Shaw, donc il y a 1 ou 2 semaines. Ces deux cruiserweight qui se battent comme des heavyweight. Hein. Oui, que ce soit par exemple Ichimori, même par exemple qui est capable de pas décoller les pieds du ring et même moi je parlais du tournoi en fait, mais même le tournoi je trouve qu'il s'est vachement plus. Après il y a peut-être aussi le fait que il y a peut-être aussi le fait aussi que les étrangers peuvent pas trop venir et qu'au Japon il n'y a pas non plus énormément de les Robbie Eagles ou les trucs comme ça, ceux qui peuvent plus ou moins quand même apporter un petit peu plus de high fly. Il y était.
Mais enfin oui, du coup, ça montre aussi, c'est quand même, voilà, ça montre bien que déjà le cruiserweight est en voie de disparition entre guillemets, ou un cruiserweight un petit peu. Et ça, c'est aux limites, hein. Parce que bon, moi, je peux pas trop parler de la WWE, hein, je suis mal placé, vu que je regarde plus trop. Mais je sais pas, enfin, quand tu vois NXT et tout ça, bon, il y a la place encore pour tout le monde, clairement. Bah, c'est ça qui est bien aussi, la diversité. Oui. Après, je pense que justement le style dont on parlait, enfin tous les catcheurs ont dû s'adapter au style, enfin plus aérien. Et du coup, il y a des catcheurs à qui ça allait moins bien, quoi. Et enfin, quand tu regardes par exemple les matchs des Guerrero, des Malenko dans les années 90 ou même au début des années 2000, les matchs Ring of Honor avec les Loki, les Daniel Bryan, tout ça, bah c'est nickel, quoi. Il y a pas une erreur, c'est exécuté parfaitement. Et je pense que un peu tout le monde s'est mis à ce style-là. Par exemple, je sais pas pourquoi je pense à un catcheur comme QT Marshall de All Elite qui fait ce style-là alors que ça lui va pas trop, quoi. Et il est pas très gracieux et pas très beau à voir catcher comme ça. Même Cena, par exemple, qui a pris quelques moves plus aériens. Bon, c'était plus pour le troll, je pense, que pour autre chose, mais. Oui, mais, le connaissant. Ouais. Dans le fameux match contre Edge Styles, je crois bien. Sa fameuse. Je pense au Code Red qui faisait et un stunner là où il sautait d'abord. Il faisait un springboard stunner pendant voilà. c'était sa période de champion US où il faisait ses Open Challenge. Il faisait ça tous ses matchs. Il est dégueulasse parce que t'as cet aspect rigide de John Cena où tu vois ses jambes partir des deux côtés tout droites. C'était dégueulasse. Voilà, donc je parle un peu de ça en fait. Tout le monde s'y est mis et au final, tu vois des gens qui sont pas si agiles que ça à faire des trucs comme ça. Et bon. Après, comment vous définiriez le style brawler? Par exemple, quelqu'un comme Timothy Thatcher, est-ce que vous le mettriez dans cette case ou pas? Par exemple. Thatcher, il est quand même très technique, il est beaucoup sur le mat wrestling. D'accord. Non, pour qu'on ait plus ou moins la même définition. C'est des matchs qui peuvent être très rythmés, comme la direction que prend Finn Balor en ce moment. Si tu regardes ces derniers matchs, il y a beaucoup de match wrestling. Mais ça reste très rythmé. Mais on est plus sur de la technique, un petit peu, je dirais, limite à la Bret Hart, en beaucoup moins bien, mais tu vois un petit peu ce style qu'avait Bret Hart où il travaillait quand même pas mal, c'est plus un travail de lutte. Le brawler, tu vois, je pense qu'on va être sur un truc quand même vachement plus stiff. Basé plus sur des coups que sur des prises, tu vois. Ouais, c'est Ishii pour ça. Ishii, ouais. Oui, clairement, mais non, mais c'était pour vraiment qu'on soit d'accord aussi sur. Après, moi, j'irais plus loin dans l'analyse. Je dirais qu'en fait, c'est une réaffirmation du style heavyweight plus traditionnel. En réalité, parce que t'as aussi pas mal de ça qui revient un peu de match wrestling, tu vois, de technique, tout ça. Et je pense que c'est l'influence quand même un petit peu du Japon. Après, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que les heavyweights sont mieux payés que les junior heavyweights. Je pense, je dis peut-être une connerie. Ah oui, mais c'est peut-être. Au Japon, non, a priori c'est ça. Ouais. Oui, c'est peut-être un truc comme ça parce que t'avais aussi ça. C'est un petit peu le même schéma avec la division cruiserweight à WCW à l'époque, mais où justement, si tu veux pouvoir évoluer dans ta carrière, si tu veux pouvoir faire d'autres choses, il faut à un moment donné lâcher ce style junior heavyweight, cruiserweight, très high fly, pour avoir un truc un petit peu plus stiff. Et donc du coup, c'est ce coup, t'as quand même vachement plus de démarcation entre les divisions heavyweight et les divisions light heavyweight, junior heavyweight, cruiserweight, voilà, chacun appelle ça un petit peu comme ils veulent. Mais et je pense aussi que je pense qu'il y a
la fin de la mode aussi du lucha libre pur, où je pense que le style junior heavyweight japonais a peut-être un petit peu assagi, je dirais, le lucha libre, parce que la lucha libre, des fois, ça peut devenir un énorme bordel. Si tu regardes des fois des shows de la CMLL, où ça on en a même commenté. Parfois, ça peut devenir horrible, et justement, tu dois avoir ça, parce que je pense aussi qu'il y a le style mainstream américain a voulu pendant un moment s'enlever l'image du le heavyweight, c'est le mec de 2 mètres qui a une carrure exceptionnelle, pour plus laisser la place à des mecs plus petits, peut-être plus dans le côté highfly. T'as eu la mode indéniable Rey Mysterio à une époque qui était over as fuck, et la WWE a cherché à la remplacer pendant des années. Ils sont allés chercher Mystico. Il y a aussi ça, je pense, qui a joué, parce que pendant un moment, on savait que au bout d'un moment, ils voulaient trouver le successeur de Rey Mysterio, et ils ont dû abandonner cette idée. Et surtout, ils ont supprimé leur division poids léger à l'époque. Et ce qui fait que tu n'avais pas cette démarcation entre les deux. Et je pense que aussi, si tu mets un plafond financier assez junior heavyweight ou cruiserweight, ils sont obligés s'ils veulent pouvoir faire cette transition, de travailler un petit peu sur leur catch. Donc je pense que il y a le retour du brawl, certes, mais je dirais plus le style traditionnel heavyweight qui se réaffirme. On retrouve un petit peu dans le mainstream américain, alors moins à la All Elite, mais bon, c'est plus récent, donc ça sera plus à voir sur la durée. Mais on peut pas dire que Jon Moxley et Kenny Omega soient des bons exemples de heavyweight, surtout quand ils nous prévoient un deathmatch pour le prochain pay-per-view. Mais voilà, t'as quand même ce style qui a l'air de revenir. En plus, actuellement à la WWE, donc si on enlève NXT, tes 2 champions, c'est Roman Reigns qui a un petit peu étoffé son style, qui est parti plus sur un style brawler pour le coup, et Drew McIntyre qui est plus technique, mais qui a cette capacité à faire de la brawl bien technique, bien rythmé, tout ça. Si à côté t'as régulièrement des matchs genre Tanahashi Takagi absolument excellent, ou Walter Dragunov, forcément t'as des trucs qui vendent, et ça fait réfléchir. Mais je pense que la ligne de pensée qu'ils ont actuellement, c'est ça, c'est de retrouver vraiment le style heavyweight. Alors tu peux avoir des gars qui partent du cruiserweight, mais il faut qu'ils étoffent leur style pour monter. Et je pense que c'est une bonne direction à avoir. Et puis il y a un autre exemple là, qui vient de me venir en tête, moi par exemple. Bon bah après c'est vrai qu'à l'époque je suivais beaucoup plus la scène indé que maintenant, mais par exemple Triple Mania à l'époque, il y a peut-être une dizaine d'années, c'était même un événement pour les catchs de fans indé, quoi. C'était vraiment un truc, ouais super, il va y avoir Triple Mania, donc le WrestleMania de la AAAA. Et alors que maintenant il y a plus de sur la scène indé, il y a beaucoup moins de hype, il y a beaucoup moins de c'est limite avant c'était diffusé je sais plus où, tu pouvais il y a des mecs qui essayaient, les Américains ils essayaient de le voir en stream et tout, mais c'était vachement plus populaire, alors que ça montre aussi à quel point bon bah du coup la lucha libre et tout, du coup les poids légers et tout ce qui englobe après, c'est vraiment c'est quelque chose un peu de dépassé, quoi, voilà, c'est plus hype, c'est plus à la mode, et ouais, je pense parce que tu peux voir du style quand même high fly encore dans des matchs junior heavyweight au Japon, je pense aussi. Oui, après c'est beaucoup moins, comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est beaucoup moins par rapport à ce qu'on a pu connaître, ou comme le disait Jebaka, où l'apogée c'était ce fameux match où c'était vraiment, pour le coup, en plus je me rappelle un peu, c'était une vraie chorégraphie, c'était chorégraphié, oui. C'était vraiment bon, le truc, t'aurais vomi sûrement tout le match Styles, mais c'était de la chorégraphie plus qu'un combat, et plus que c'était le cirque, acrosport, natation synchronisée, quoi. Oui, voilà.
On peut voir ça comme ça. Voilà, où ils s'attendent C'est pour un faire point de vue. des prises incroyables et puis rebondir derrière pour enchaîner avec un autre truc. Il aurait Mais, fallu Ambrosia pour défendre ce style. Mais ouais, est-ce que vous classeriez, vous les avez vus les Okada Omega d'il y a quelques années du coup? Toujours pas vu. Non. Bon, bah alors du coup, je j'ai peux pas dû en embrayer voir la un, mais je me rappelle plus lequel. Ah bah voilà. Ce que j'allais dire, est-ce que ça vient du succès et du entre guillemets pseudo retentissement ça aurait pu aussi être une explication qu'a eu cette rivalité et tout, mais du coup, si je suis le seul à les avoir Après, moi je dirais plus que c'est par rapport à la popularité et donc l'effet Okada, quoi, hein, voilà, le fameux effet Okada dont on a déjà parlé dans un ou deux podcasts. Mais moi je dirais plus que c'est peut-être par rapport en fait à l'internationalisation de la New Japan et voilà, le fait que ça plaise ce style de catch et de show dans son ensemble, et du fait que il propose pendant Wrestle Kingdom un ou deux matchs où c'est du brawl comme ça avec Ishii, avec et de ce fait les gens apprécient, redécouvrent en quelque sorte et voilà, et ça permet après derrière à des Walter Dragunov de proposer ce type de match que, comme j'aimais bien à le dire, n'avait pas quand même complètement disparu, parce que Azeris était la première à nous en parler il y a quelques années dans le podcast qu'on avait fait avec le Sescaragol. Donc ça existait, c'était beaucoup moins vu, c'était beaucoup moins C'était pas à la mode, quoi. mais voilà, c'est ça, c'était un peu moins à la mode et ça avait du coup beaucoup moins de retentissement, mais ça existait quand même, quoi. C'était fallait le chercher pour le voir en fait. C'était plus stéréotypé catch européen en fait. Ouais. À un moment donné. Ouais, parce que après, voilà, je voulais embrayer sur les Okada Omega, c'était par rapport à la performance sportive, pour le coup, niveau endurance et compagnie. Mais bon, ouais, du coup, je vais pas en parler tout seul. Mais... Le fameux effet Okada, voilà. Voilà. Écoutez notre podcast. Après, c'est un petit peu le débat qu'on a eu sur Wrestle Kingdom, où on se disait que vous disiez, parce que bon, moi c'était mon premier, mais vous disiez que il y a cette mode des matchs d'au moins une demi-heure qui s'est installé avec Okada, il me semble. Oui, c'est ça, c'est ça. L'effet Okada. Voilà. Après, quand t'as des gars comme Okada ou Tanahashi qui sont très polyvalents, très complets, qui peuvent s'adapter au style de l'adversaire, et que t'en as de plus en plus, tu peux avoir cette diversité et arriver à régler ton curseur par rapport à ce que tu veux présenter. Je pense pas avoir, j'ai pas vu beaucoup d'Omega au Japon, mais t'as loupé le meilleur. Mais de ce que j'ai vu, je vois que c'est un excellent athlète, mais je le vois pas. Je l'ai jamais vu dans une brawl vraiment. Et pour qu'il en arrive à proposer un deathmatch en pay-per-view, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis sur le bonhomme. Mais voilà, c'est T'as ce retour à la mode peut-être comme je disais, du style heavyweight, parce que t'as des gars qui sont, t'as de plus en plus de gars qui sont capables, je pense, de proposer ça, tout en pouvant proposer des choses un petit peu plus high-fly de temps en temps, parce que tu peux un peu plus régler ton curseur et avoir des main events diversifiés. Suivant ce que tu peux faire, et justement tu peux voir un gars faire une transition du Japon à l'Europe, aux États-Unis plus facilement, parce que tu as peut-être plus de gens qui arrivent à s'adapter au style, un style stéréotypé européen, un autre stéréotypé high fly mexicain, tout ça. Et tu peux voir, comme disait KXL, des gars comme Walter qui étaient pas spécialement à la mode avant, et qui arrivent à revenir parce qu'ils ont leur style, et parce qu'il y a des gens qui peuvent s'adapter à ce style et proposer des bons matchs avec eux. Oui, alors, pour répondre à ça, je suis pas sûr que ça soit le style heavyweight. Je pense qu'il y a plusieurs styles heavyweight différents. Enfin, il y a une différence entre ce dont on parle, où
le style je sais pas, le style plus entertainment de Hogan ou le style de match de Ric Flair plus chain wrestling ou le style d'avant plus catch au sol. Même au Mexique, enfin les heavyweights ils catchent comme des luchadors. Donc, ouais. Non, ce que j'entends par catch heavyweight, j'aurais peut-être dû dire c'est plutôt j'aurais dû dire catch heavyweight traditionnel américain, comme on pouvait le voir à la NWA dans les territoires à l'époque dans les années 70-80. Après, ouais. si je peux vous poser une question du coup, est-ce que vous pensez qu'un Dragunov Walter ou dans sa physionomie et dans son style, est-ce que ça pourrait avoir sa place en 2021 à la WWE? Admettons, pas avec ces catcheurs là bien évidemment, mais est-ce que vous pensez que dans un pay-per-view on pourrait avoir un match comme ça? C'était la WWE. Oui, d'accord, mais NXT dans, UK, dans ce qu'on appelle plus communément le main roster. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'un match de ce style, parce qu'en fait c'est ça la question, parce que là on parle de popularisation et tout ça, ouais. et en vrai, bon, je pense que c'est pas si populaire que ça. Sinon, je pense que la WWE s'y serait mise, comme elle a pu s'y mettre avec la mode du cruiserweight, avec Rey Mysterio. Pour moi, elle est en ils ont train mis 10 ans à s'y mettre. Voilà, et c'est normal, c'est comme tous les phénomènes qui viennent de la marge. Bon bah ça d'abord c'est hors de la WWE vu que c'est elle le principal, le mainstream, hors la WWE, hors la WWE ça arrive à NXT UK, à NXT classique et puis petit à petit ça fait son chemin. Si ça continue, la logique voudrait que dans 2-3 ans on ait des matchs, alors pas forcément exactement comme le Walter Dragunov, non, mais bien évidemment, comme le Suzuki Ibushi là du G1 qui était assez sport réaliste entre guillemets encore une fois. Mais pourquoi pas dans 2-3 ans, bon, si ça suit le chemin quoi. Mais c'est long, c'est normal. Et puis les catcheurs qui en ce moment sont au sommet à la WWE, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ça? Oui, ou alors de par le recrutement qu'ils pourraient faire aussi à l'avenir. Voilà, c'est pour ça. Mais Survivor Series, match entre champions, McIntyre contre Roman Reigns, où ils ont déjà essayé de placer plus un match dans le style brawl vraiment, parce que t'as notamment Roman Reigns qui a l'air de s'être plus réorienté sur ce style avec sa gimmick heel. Donc ça peut venir de là, mais oui effectivement ça va mettre du temps à se mettre en place parce qu'il faut habituer ton public à le faire et puis faut habituer ton roster aussi à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui là-bas t'as ces gars comme je disais qui sont capables de s'adapter à plusieurs styles et qui sont capables de s'adapter à ce style-là en particulier pour l'instant? J'en suis pas convaincu. Pour moi, ça dépend de Vince, comme tout. Il a envie de le faire. Ouais, bon, voilà. C'est pas gagné alors. Non, mais c'est vrai. Souvent, on se dit, s'ils font ça, c'est parce que ça marche. Mais qu'est-ce qu'on en sait s'ils essaient pas autre chose? On peut pas savoir. C'est vrai. Ça marche pas. Donc, et puis preuve en est quand même. On l'a vu qu'ils ont fait des choses qui marchaient pas. Donc, ils savent pas vraiment ce qui marche ou ce qui marche pas avec un plus grand public. Donc à essayer. Moi je pense que n'importe quel style peut marcher. Après aussi le problème c'est que le style c'est que WWE ils ont leur propre style qui est de tout stéréotyper et de faire ouais moi je fais mon move ensuite c'est toi qui fais ton move puis ensuite je fais une belle esquive et puis je fais mon move. Et au final, tous les matchs se ressemblent, quel que soit le style, de par leur construction. Donc, voilà, c'est compliqué de ça. Les gens sont interchangeables et les matchs aussi sont interchangeables, en gros. Oui, Voilà. oui, finalement, c'est la même conclusion qu'avec les personnages au final. Ouais. En fait, voilà, mais tout est lié parce que et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gars, ils sont pas entraînés à faire un petit peu de tout et à se trouver eux-mêmes en fait.
parce que dans tous les cas, c'est pas eux qui décident, donc ils n'ont pas besoin de bosser pour savoir si, ils n'ont pas besoin de bosser pour essayer de trouver ce qu'ils doivent faire hors du ring, ce qu'ils doivent faire dans le ring, parce que de toute façon, c'est pas eux qui décident, faut attendre que Vince décide. Donc ça sert à rien de bosser si tu sais que dans tous les cas tu peux bosser autant que tu veux, ça te tombera jamais sur la poire. Voilà, t'attends et puis t'espères avoir une bonne étoile, quoi. Ouais, un peu comme Kofi, qui a eu son moment au bout de 15 ans de bons et joyeux services. Après, je sais pas, est-ce qu'on a fait le tour, j'ai l'impression. Pense. Alors, bon, on va finir vite fait, du coup, ça fera la clôture, ce sera le dernier truc qu'on va aborder, ce sera pas très long. On va parler juste vite fait de ce qui était très 2020 du coup à cause de la pandémie, des cinématiques matchs. On l'a vaguement évoqué tout à l'heure. Et juste juste vite fait, sans forcément entrer dans un long débat vu on va bientôt conclure. Et puis on a eu l'occasion d'en parler lors du podcast de Full Gear aussi un petit peu. Voilà, il n'y avait pas KXL, mais. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va durer et est-ce que vous avez aimé, voilà, tout simplement, sans chercher à convaincre plus que ça les uns les autres, hein, c'est juste, voilà, là c'est pour finir gentiment. Donc je sais pas, KXL qu'on a moins souvent, du coup, ouais, qu'est-ce que, voilà. Ouais, forcément, ça va être compliqué d'en refaire quand il y aura du public. Après, moi, est-ce que ça m'a plu? Ouais. Enfin, certains oui, certains non. Ouais, voilà. Ceux qui étaient bien m'ont plu, ceux qui étaient pas bien m'ont pas plu. Non plus, ouais, c'est ça. Bon, voilà, allez. Non, mais voilà, pour développer un peu, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure aussi. Si c'est pas très cohérent avec le reste de ce que tu proposes, c'est un peu bizarre. Sinon, par exemple, moi mon préféré, je pense que c'était le Stadium Stampede. Ouais, moi aussi. Parce que, et puis c'était pas vraiment, on parle de match cinématique, mais c'était pas un match cinématique. C'était dans le sens où il y avait pas de mise en scène, quoi. C'est juste qu'ils se battaient dans le stade. Ouais, si, quand même, il y a une certaine, il y a pas mal de il y a quand même une mise en scène. Oui, il y a une mise en scène dans le sens où il y a une mise en scène dans tous les combats de catch. Oui, mais là, quand même, dans le bar et tout, non, notamment. Après, oui. Ouais. La séquence dans le bar, la séquence, je crois que c'est Sammy Guevara qui fait des roulades sur toute la longueur du stade. À un moment donné, il y a Chris Jericho qui demande à Aubrey Edwards d'aller voir dans la tente si son jugement était bon comme au football américain. Et voilà, il a voulu aller voir la VAR. Ouais, il y avait beaucoup de mise en scène. Après, c'était pas de la mise en scène au niveau de ce que peut faire Matt Hardy, des effets spéciaux, des trucs comme ça. De ce qu'ils ont fait avec Wyatt, avec Undertaker. C'était un petit peu, je dirais que c'était de la mise en scène dans le même style que le match Money in the Bank qu'il y a eu cette année. C'est-à-dire dans un environnement plus réaliste, pas de trucs hyper fantasy tirés par les cheveux, mais très dans le style, on va dire dans le style Young Bucks Omega, quoi, style BTE en fait. Je me souviens plus de tout exactement du Money in the Bank, mais j'avais l'impression que c'était plus, est-ce qu'il y avait de la musique déjà? Oui. Dans Money in the Bank. Oui. Voilà, c'est plutôt ça la musique intradiégétique, c'est comme ça qu'on dit? Extra-diégétique. Voilà. C'est extra-diégétique. La musique extra-diégétique qui est qu'ils ont fait dans presque tous les matchs chez WWE, qu'on retrouve pas donc dans le Stadium Stampede, et qui c'est et même la façon de filmer, c'était plus disons que en fait ce que je veux dire, c'est dans la façon où ils ont vendu ça, c'était vraiment réel, quoi. C'était des caméramans qui filmaient et tout ce qui a été monté, en fait, ils ont fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ils ont fait comme si c'était pas vraiment monté, en fait, et que c'était par exemple comme si
Comme si Nick Jackson non, c'est Matt Jackson qui fait tout le stade avec Sammy Guevara en overnight suplex, comme si il avait vraiment fait tout le stade, comme si Matt Hardy s'était vraiment transformé dans un truc comme ça, et c'est, pour moi, c'était plus réaliste. Bien qu'il y avait des trucs, il y avait des effets spéciaux ou des trucs un peu absurdes. Pour Matt Hardy, t'avais un habillage avec ses gimmicks qui étaient listés. Voilà, tu le voyais faire le con sous l'eau pendant qu'il se faisait noyer. Puis à un moment donné, il sort d'un bac à glace, on sait pas pourquoi. Mais ils avaient déjà fait plusieurs fois à Dynamite, justement pour tester quand ils avaient fait leur match. Je pense notamment, ça devait être Kenny Omega et Matt Hardy contre Chris Jericho et Sammy Guevara. La première fois, ils ont fait la voiture de golf. Ils avaient déjà testé ça pas mal de fois après oui, c'est le fait qui est tout ça, mais encore c'est cohérent dans son univers, l'univers The Elite. En fait, il me semble, alors je regarde pas BTE, mais il me semble que c'est un petit peu dans l'esprit de ce qu'ils font. Ouais, le match, ça fait un moment que j'ai pu regarder, mais oui, complètement. Et du coup, on va finir là-dessus. Vous pensez que ponctuellement, on pourrait en avoir un, ou que dès que le public va revenir, ça va être fini? Moi, j'aimerais bien revoir des Firefly Funhouse. J'aimerais bien revoir ça, et je sais pas. Après, je pense que tu peux faire des segments dans ce type, plutôt des segments diffusés à Raw, par exemple, pour la WWE, plutôt que faire ça à WrestleMania où les mecs sont évidemment. Ils sont venus pour voir le show. Après, moi, j'en ai pas vu beaucoup cette année. J'ai vu que ceux de la All Elite, j'ai pas vu ceux de la WWE. J'en ai vu un à la WWE, c'est le fameux combat sur le parking, je crois bien, si je dis pas de bêtises, à la NXT. Parking Lot Brawl. Voilà. Oh, c'était nul, ça. Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, c'était par rapport à là où je voulais venir. Bon, le problème, c'est que j'en ai pas vu beaucoup, sauf ceux de la All Elite qui m'ont plu dans l'ensemble, énormément plu même, ou même le Delation de l'époque à la TNA il y a quelques années, et en fait, alors, c'est pour ça que je préviens que j'en ai pas vu beaucoup, mais est-ce que, par exemple, le plus mauvais de l'année que j'ai trouvé, moi, c'était celui que j'ai vu, en tout cas, c'était le parking qui racontait pas une histoire. Est-ce que le fait de raconter une histoire pendant ce match-là, et c'est pour ça que je vous demande, en fait, parce que moi, j'ai pas beaucoup de comparaisons possibles, et alors que les autres à la All Elite, ils racontaient tous une histoire, par exemple, il y avait un match à un parking aussi, de Santana et Ortiz contre les Blast Friends, qui était super sympa à voir. Ouais. Et il a eu 5 étoiles celui-là d'ailleurs. Ouais, 5 étoiles. Mais du coup, il racontait des histoires au contraire de celui du parking match de la NXT qui, pour moi, alors est-ce que le fait de raconter une histoire, ça peut pas jouer. Après, je sais pas, ceux de la WWE, les autres, je les ai pas vus, donc je peux pas vous dire, voilà, mon ressenti. Mais moi, en tout cas, ceux qui m'ont plu, ils racontaient une histoire ou plusieurs histoires. Au contraire du seul qui m'a pas plu. Ou alors j'ai pas compris l'histoire, ou c'était une histoire qui me parlait pas parce que j'ai pas suivi la NXT avant. Mais en tout cas, j'ai eu aussi ce ressenti de raconter une histoire, et que du coup ça te permet de mieux rentrer dans le match. Et c'est pour ça que je vous demande, en fait, plus que c'est un avis, est-ce que vous pensez que le fait de raconter une histoire dans ce type de match, après ça tous les matchs, ça aide de raconter des histoires. Mais non, mais du coup, comme je les ai pas vus les autres, est-ce qu'ils racontaient aussi une histoire, et est-ce que c'était pas juste un cinématique match pour faire un cinématique match comme le parking de la NXT, quoi, où c'est juste un cinématique match pour dire voilà, on en fait un, nous aussi, on est à la mode, et puis c'est assez catastrophique, quoi. En fait, tu peux ranger ça, je pense, à l'avenir dans la même catégorie que les stipulations. Alors bon, parce que on en a parlé un peu sur le forum, ce qu'ils font à la WWE, hein, c'est n'importe quoi, parce que t'as un pay-per-view qui s'appelle Hell in a Cell, et que Hell in a Cell c'est censé être utilisé autrement. Mais je pense que tu peux les mettre au même niveau si ça peut te permettre d'avoir une cohérence dans ton histoire.
Donc encore faut-il que le match soit bon et que ton histoire soit bonne. Mais dans les faits, tu peux mettre ça au même rang qu'une stipulation classique que tu vas avoir dans une arène avec un ring. Si ça apporte quelque chose de changer d'environnement, tout ça, pourquoi pas. Après, je pense qu'il va falloir encore quelques temps pour apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le catch. Donc je pense que il va falloir attendre un bon moment avant d'en avoir des bons sur la durée, et vraiment des bons matchs quasiment à chaque fois qu'ils en font. Mais si tu fais des trucs, si t'en fais un ou deux par an qui seraient pas événementialisés, ou vraiment t'as du sens dans ce que tu fais, pourquoi pas. Ça peut apporter quelque chose, et ça peut t'apporter une nouvelle perspective sans bousculer ton produit, pour faire écho à ce qu'on pouvait dire au début du podcast, quoi. C'est-à-dire que si tu établis un univers très fantaisiste, bah tu vas faire des cinématiques matchs très fantaisistes. Si tu établis un univers plus réaliste, bah tu peux quand même, je pense, faire des matchs cinématiques plus réalistes. Voilà, si ça peut te permettre de changer d'environnement. Mais pas mélanger les deux. Mais pas mélanger les deux. Là, j'ai un souvenir, je viens d'avoir un flash Randy Orton contre Bray Wyatt. Ouf, oui. Lequel? Celui où il y a 2017. des insectes qui apparaissent sur le ring, non? Non, ça c'est différent, ça à WrestleMania, alors Bray Wyatt a projeté ça, non, c'était à Payback 2017, ils avaient fait un match qui commençait dans la maison hantée, tout ça. Oui. Et ils devaient revenir à l'arène. Voilà, c'est ça. En limousine, pour finir le match sur le ring. C'est un gros bordel. Bray Wyatt contre Randy Orton. Attends, t'y as pas pensé une seule fois, Jebaka? Ah, c'est vrai. Moi, depuis tout à l'heure, on parle de cinématique match, j'ai celui-là dans la tête. C'est quoi, moi aussi je l'avais oublié, moi je l'avais effacé de ma mémoire. Pareil. Je me rappelle l'avoir regardé en direct, ce match. Je l'avais regardé en direct, et puis un moment le match il coupe, et puis on te dit bah il se finira plus tard. Quoi? Bah le temps qu'ils viennent sur sur le ring. Oh là là, c'est... Ouais. Mais voilà. Mais si tu fais du cinématique et que tu vas jusqu'au bout, tu peux être cohérent avec ton produit, et produire quelque chose de pas mal, je pense, si ça reste quelque chose d'assez rare, et que tu mets les bonnes personnes dedans. Ouais, en événementiel, clairement, pourquoi pas, voilà, une fois de temps en temps. Et de manière inattendue, Faut avec pas la mettre bonne Randy personne. Orton. Voilà, et sans Randy Orton. Mais après, je pense que la plupart des matchs cinématiques de 2020 sont à mettre dans une case à côté, parce que il y en a plusieurs qui étaient là parce qu'il fallait faire oublier le fait que les arènes étaient vides, parce qu'ils avaient pas encore mis des mecs autour du ring, ils avaient pas mis le Thunderdome pour la WWE, donc après il y a ceux-là, je pense qu'on peut les classer dans des matchs qu'on peut avoir aimé pour d'autres raisons. Par exemple, le Boneyard match, pour moi ça a été mon préféré de l'année. Pas parce que c'était le meilleur intrinsèquement, mais parce que Undertaker se retire là-dessus, et pour une fois depuis quelques années, on sent pas qu'il a les joues qui grincent et qu'il faut lui mettre du WD-40 toutes les 2 minutes. Ah, ça on verra s'il se retire. Voilà. Pas convaincu encore. Parle pas de malheur. Bon, bah, on finit là-dessus sur sur la retraite bien méritée du Taker. Bah ouais, du coup je vais vous remercier tous d'avoir participé déjà. Merci à vous trois. Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et puis à une prochaine fois sur le Catch Asylum podcast. Salut. Ciao. Salut. Salut.